Qui seront les champions et les championnes dans chaque catégorie de l'UFC à la fin de l'année 2026? Qu'attendre de la soirée Ares à Nice ce vendredi et de la soirée Hexagone MMA à Paris le même soir? Pour son numéro de reprise, Aldric Anarbi fait le tour de l'actualité MMA. Générique. Bon, Aldric, le retour de Colombie. La deuxième patrie qui est là sur le hoodie. Ça, tu as un beau hoodie. Écoute, un hoodie, c'est Adodas. Hein. C'est acheté dans les rues de Bogota. Hein. Je te garantis pas l'originalité du truc. Mais de retour, premier numéro de l'année 2026. Des meilleurs vœux à toute la communauté déjà pour cette année. Plein de bonnes choses pour vous. Bon, je te laisse 15 jours et on est dans le drama et dans les soap-opéras, monsieur Cassata. T'as animé mes journées en Colombie. Je recevais des petites notifs. Écoute, on va passer à autre chose. De toute façon, on se l'est dit. Faisons ce qu'on fait de mieux de l'analyse. Exactement. On va parler de ce qu'on aime le plus et de ce qu'on fait de mieux. Et on va parler de MMA et continuer de parler de MMA toute l'année dans les Aldric Enerby. On continue de vous appeler à l'abonnement. Hein. On a atteint notre objectif des 50K abonnés YouTube juste avant la fin de l'année. C'était 2 jours avant la fin de l'année. Au moment où j'étais dans l'avion de retour de Bogota à Nice via Paris. Et on est à plus de 52 000 là aujourd'hui. Donc continuez les gars à faire grandir cette communauté. C'est cool, ça nous aide. Il y a des petites nouveautés cette année aussi. Il y a un partenaire qui vient de nous rejoindre, Aldric, qu'on connaît bien d'ailleurs, par ici, Yam Nutrition, marque de nutrition qui collabore avec de nombreux athlètes de MMA notamment. Et donc, il va nous accompagner toute cette année et on est ravis de pouvoir les compter comme partenaires de Jab Life et de la construction et du développement de la chaîne. On a un code promo chez eux, Jab10, sur le site de Yam Nutrition, moins 10% sur tous les excellents produits de Yam Nutrition, donc n'hésitez surtout pas. Et on leur passe un gros bonjour et plein de force puisqu'ils seront avec nous toute l'année. Aldric, avant qu'on passe dans le vif du sujet, t'as entendu dans l'intro, on va désigner ceux qu'on pense qui vont être champions fin d'année 2026 à l'UFC. Il y avait quelque chose d'important que je tenais absolument à vous montrer. Bon, et puis les gars, pour cette reprise, on était obligé de vous présenter quelqu'un parce qu'il est rentré dans la légende ces dernières semaines. Nico, le CM de Jab Life. Il est à Nice en ce moment pour la Fight Week d'Ares. Donc, pour le clin d'œil, il fallait qu'on vous le présente. Il est là, avec moi, au bord de la table. Salut, Nico, le CM. Bonjour. T'as essayé de passer inaperçu, mais ça passe pas trop. C'est pas facile quand même. Bon, c'était pour le clin d'œil. On était obligés, vu les quelques montages qu'on a pu passer ces dernières semaines. Maintenant, je vais vraiment vous présenter le vrai CM, Nico de Jab Life. Il est là en exclusivité mondiale, donc on vous le présente. Nico, le CM de Jab Life. Écoute Herbie, j'ai juste envie de parler d'une seule chose, c'est du match Détroit New York. Bon, je crois que ça passera pas non plus là, Justine. T'es un peu cramé quand même, donc... Allez, on arrête avec les surprises et on passe au vrai CM. Allez, trêve de blague, il est vraiment autour de la table. Il s'appelle Nicolas Comelli. J'ai travaillé avec lui notamment à RMC, puisqu'il a été par exemple CM de tout RMC, la radio globale. Et il nous a rejoint à Jab Life depuis début octobre, il me semble. Donc c'est lui, le vrai, l'unique. Nicolas, qu'est-ce que tu as à nous dire? Est-ce que tu as un mot que tu as envie de nous dire, Nico? Je m'excuse. Voilà, il est là. Donc vous saurez que c'est lui qui nous fait tous les posts réseaux sociaux pour Jab Life. Et maintenant, on peut reprendre le courant de notre émission normale. Bon bah au moins, Aldric, de retour de Colombie, j'ai pu te mettre une barbe, j'ai pu te mettre une perruque et des lunettes, les lunettes de Léa, notre chef de projet. Je te kiffe vraiment pour accepter ce genre de choses. Je sais, ça fait plaisir. Ça m'a mis du sourire pour ce premier jour de retour dans les bureaux et dans les studios Ricordia à Nice. Aldric, on passe à notre gros morceau qui est sur la miniature. On a passé de l'année 2025 à l'année 2006, donc on voulait s'amuser un peu. Un exercice très casse-gueule, parce que vu comme le MMA bouge beaucoup et change beaucoup de semaine en semaine, je pense qu'on va se planter sur la majorité des trucs, mais c'est ça qui est intéressant, on pourra nous ressortir ça en fin d'année. Qui seront les champions dans chaque catégorie à l'UFC fin 2026? On va donner notre promo, on va donner aussi une grosse cote, on peut donner aussi un choix du cœur, enfin, vous connaissez un peu ce genre de truc. On rappelle en 2025 que seuls Alex Pereira et Valentina Shevchenko, dans toutes les catégories, hommes et femmes compris, étaient champions de la même catégorie en début et en fin d'année, et il n'y a que Valentina qui l'a gardé tout le long, puisque Pereira, on rappelle, il la perd contre Ankalaev avant de la reprendre. Ça a quand même beaucoup bougé en 2025. Avant qu'on rentre KT par KT, tu penses que ça va encore beaucoup bouger en 2026? Oui, ça va bouger parce que on est dans une nouvelle ère maintenant où l'UFC met la pression pour qu'ils défendent plus, et voilà, le niveau a augmenté, les défenses sont plus nombreuses, donc forcément, quand tu as des mecs qui défendent 2, 3, 4 fois par an, ça va bouger, c'est évident. Et puis on en a parlé, welterweight, lightweight, on peut pas penser au fly. Il y a beaucoup de KT où il y a la nouvelle génération qui commence à s'installer, il y a du renouvellement, on en avait parlé ces dernières semaines, et je pense que, comme toi, qu'il va y avoir encore du mouvement. Allez, on remonte toutes les KT de la plus basse à la plus haute chez les hommes, et puis on passera aux 3 KT féminines. Les flyweight, les moins de 57 kilos. Le rappel, c'est que le champion, c'est Joshua Van, qui vient d'être couronné en détrônant Alex Pantoja sur la blessure de Pantoja, on vous le rappelle, c'était en fin d'année. Qui, selon toi, sera champion flyweight fin 2026? Alors, je te fais une dinguerie, mais elle ne va pas durer. Je pense vraiment que Manel Capé va être champion cette année. Mais en fin d'année, je pense que Pantoja aura récupéré sa ceinture. Ok, il la reprend en fin d'année.
Manel Kape, j'y ai beaucoup pensé. À me dire, est-ce que ce serait pas lui même en fin d'année? Mais si tu veux, je pense qu'aujourd'hui, il a le potentiel pour être champion. Maintenant, garder sa ceinture. Parce que tu sais, après, c'est toujours la même chose. Il y a des blueprints. Et je suis pas sûr qu'il soit vraiment capable de faire face à toutes les situations aujourd'hui. Mais en tout cas, on l'a vu. Et je te l'avais dit avant. C'était notre dernière émission. Je t'avais dit, tu vas voir, il va faire une dinguerie. Il l'a faite. Mhm. Assez facilement, en plus, j'ai trouvé. Et ouais, je pense qu'il a vraiment le potentiel pour gagner. Donc, tu as un scénar où lui bat Joshua Van parce Mm. que Pantoja ne fait pas la revanche tout de suite. Exactement. Et qu'ensuite, on a Pantoja Kape et que c'est Pantoja qui gagne. Exactement. Ok. Bon, tu vas me reconnaître tout de suite. C'est Il y a des Japonais. C'est Kyoji Horiguchi qui sera champion des flyweight en fin d'année. Scénario plausible. Hein. Ouais. En fait, je vois pas Pantoja reprendre sa ceinture. Ok. Je pense malheureusement que la blessure, ça va lui faire du mal, même si. Après, il a repris l'entraînement. Oui, T'as vu, il a c'était repris pas. l'entraînement. Je sais pas. C'est un feeling que j'ai, tu vois. Je sais pas. Peut-être psychologiquement, il est aussi un peu vieux pour ces KT-là, où c'est plutôt, tu vois, on n'est pas chez les poids lourds où il est pas à 40 ans, mais il commence à s'en rapprocher. Il doit avoir 36 ans. Ouais, je crois qu'il a 36 ou 37. Je le vois pas reprendre, donc je vois un Van peut-être la perdre contre Capé ou contre Taira, peu importe ce qui est. Et je vois Horiguchi enchaîner des victoires début d'année et Non, mais c'est prendre la plausible, ceinture en En fin d'année. d'année. Ouais. Ouais. Et devenir champion après l'avoir Après, il été. est pas tout jeune, Horiguchi non, Non, plus. Hein. non plus. Au Bellator, au Rising. Et même si Pantoja la prend, tu sais, Pantoja avait teasé s'il battait Van de dire Ouais, comme son c'est mon teammate et coéquipier tout, ouais. et qui m'a beaucoup aidé dans le truc, je vais le remercier. Et je suis sûr que dans un scénario comme ça, l'avantage il serait à Horiguchi. Le respect qu'a Pantoja pour Horiguchi, je pense que ça pourrait jouer en sa défaveur. Alors que l'autre, c'est la chance de sa vie d'être champion UFC après Bellator et Rising, il irait à 100%. Après, tu sais que ceux qui savent, en fait, c'est ceux qui ont assisté au sparring. Parce qu'il y a déjà eu Ouais. Horiguchi en sparring avec Pantoja. Il y avait même un certain Mohamed Mokaev qui est venu faire des rondes avec eux. Donc, celui qui a assisté à ces rondes-là, c'est... Est-ce qu'il y a une très grosse différence? Est-ce que Mokaev, il les a jetés en l'air? Est-ce qu'Horiguchi est meilleur que Pantoja? Nous, on ne sait pas, on n'a pas vu. Et moi, clairement, dans mon scénario, c'est que ce soit Cap ou Taira, il détrône Van. Et après, Mais Horiguchi tu sais bat qu'on ce mec-là. aurait Et même si c'est parlé de Taira, c'est Mokaev. parfait. Moi, je pense qu'il va re-signer Mokaev aussi cette année. Hein. Ça peut être une grosse cote. Tu vois La grosse cote, ça peut être Mokaev champion en fin d'année. Mais Taira qui aurait battu Van et puis Taira Horiguchi au Japon en fin d'année. Mais t'imagines, moi je suis resté classique dans mon scénario, parce que mais c'est déjà une dinguerie mon scénario. Parce que Cap qui arrive, qui gagne une ceinture et Pantoja qui revient, qui la reprend, c'est déjà une dinguerie, mais il peut se passer énormément de choses cette année, en tout cas en flyweight, Ouais, c'est sûr. Ça, c'est évident. Bantamweight, le champion, c'est Petroyan qui vient de détrôner Merab Dvalishvili, qui n'a pas réussi sa passe de 4 des 4 défenses en 2025. Qui tu vois devenir champion des 135, des moins de 61 kilos à la fin d'année. Alors, on est d'accord. Enfin, qui pareil, tu vois champion à ce moment? comme j'avais dit, même si j'adore Petrian, je pense que la trilogie c'est Merab qui va la gagner. Mais il y a une nouvelle donnée. Je pense qu'il ne faut pas que ce soit trop vite. Si Merab il reprend trop vite, entre la perte de poids et tout ce qui est passé, je pense que le problème peut ne pas être réglé. Donc, et ce qui nous amènerait vers un Petrian Oumar Nurmagomedov. Et je pense que Oumar passe. Ah, c'est le choix où j'ai hésité. Est-ce que je mets Oumar? Donc Oumar, champion en fin d'année. Ouais. Moi, j'ai Petroyan. J'ai quand même gardé Petroyan. Parce que j'adore Petroyan et que je pense qu'il est capable de battre tous les mecs s'il est vraiment concentré et à fond comme il l'a montré contre Merab, même si l'activité de Merab a pu jouer, on en a parlé quand on l'a débriefé. Mais je vois bien, en plus, il n'y en a pas tellement de ça qui vont garder leur ceinture, moi, dans mes choix. Donc je vois bien Petroyan être un de ceux qui gardent la ceinture. Après, il y avait le choix du cœur, c'était Eman, mais il va d'abord devoir reprendre de sa fracture et ils vont lui mettre un client, on va savoir qui, peut-être même Oumar, tu vois. Donc, ouais, c'est compliqué. Après, pour le reste, en dehors de ces deux prétendants-là, je trouve que c'est loin les autres. Que ce soit Deveson, Figueiredo, ou Sonia Dong, ou Cory, ou même Sean O'Malley, je trouve que c'est quand même assez loin. Ouais, c'est compliqué, je suis d'accord. Sean O'Malley, sa chance, je pense, c'est l'idée de cette revanche contre Petroyan, tu vois, et que dans l'année, ils lui disent, comme c'était controversé, est-ce qu'il l'a vraiment battu quand il l'avait battu à l'époque? Tiens, on fait la revanche pour être sûr. Mais dans ce scénario-là, moi, je le vois bien arriver, mais je vois Petroyan c'est ça. Moi, s'adapter assez pour... Et après, quoi qu'il arrive, il peut faire un upset O'Malley parce qu'il est capable de tout. Il a un timing de folie, il a des contres. Mais garder la ceinture en fin d'année, ça, c'est encore un autre débat. Et ça, par contre, je suis quasiment sûr qu'il l'aura pas. Il y a trop de lutteurs. Mais Oumar, je l'avais aussi. J'ai beaucoup réfléchi quand j'ai préparé ça. C'est marrant qu'aucun de nous deux ne voit Merab la reprendre. Enfin, en fin d'année prochaine, on voit pas Merab. Moi, je pense que il va reprendre trop vite et que ça risque de pas bien se passer. Parce que tu sais, on sent qu'il a été. Parce que je le dis souvent, mais l'aspect mental de ce sport, il est très important. Et là, tu sens qu'il est piqué au vif, qu'il est et que la sagesse, ce serait de dire... Et d'ailleurs, je crois que c'est Michael Bisping qui l'a dit sur son podcast, je crois, ce serait de couper, là, et de reprendre en septembre. Tu vois, de dire, OK, on fait la revanche, mais en septembre. L'UFC va lui donner. Peut-être même qu'ils mettront un combat au milieu, mais c'est pas très grave.
Mais je pense qu'il va vouloir reprendre trop vite. Et qu'on va le voir en avril ou en mai. Et que ça risque de pas bien se passer. On passe au featherweight, les moins de 66 kilos. Le champion fin 2025, c'est Alex Volkanovski qui a repris sa ceinture qu'il avait perdue contre Topuria. C'était l'an dernier, c'était en avril, je crois, contre Diego Lopez. On a le 2 contre Diego Lopez, faut pas l'oublier. On en parlera très vite, Aldric, dans notre émission, puisque c'est le 31 janvier en Australie. Donc, on a un premier title shot qui est désigné. Qui tu vois champion des moins de 66 fin 2026? Le choix du cœur, Liron Murphy. Le vrai choix d'analyste, Movsar. Movsar, ouais. Ok, ouais. Moi, j'ai Movsar et Floef aussi. Ouais. Alors, il y a aussi l'idée, parce que tu sais, il y a la rumeur que Volkanovski va peut-être prendre sa retraite après. Lui, il l'a un peu plus ou moins enterré en disant non, je veux continuer. Moi, je pense qu'on voit la retraite de Volk cette année. Ouais. Je pense. Et je sais pas si on la voit avec la ceinture, tu vois, s'il a toujours la ceinture à ce moment-là, parce que je le vois quand même battre Lopez fin janvier. Attention. Je suis d'accord, c'est pas fait du tout. C'est un gros combat. Mais je le vois, mais tu vois, je l'imagine bien prendre sa retraite avec sa ceinture. Après, c'est hyper intéressant. On a de la chance quand même d'avoir ce combat. Parce que c'est un art, la revanche. Là, quand tu fais une revanche avec très très peu de laps de temps, comme c'est le cas, il y a tout qui rentre en compte. Le coin, la compréhension du fighter, le fight IQ, l'analyse. Et là, c'est vraiment un exercice à part. Une revanche à quelques mois, comme on aurait pu voir Gane contre Aspinall. C'est un exercice à part. Le coin, il y a beaucoup de choses qui comptent. Et on en parle peu du team Grasso. Parce que... Pour X ou Y raison, je ne sais pas t'expliquer pourquoi, parce que c'est au Mexique, parce qu'il y a une fille au milieu et que ça a moins de hype que les garçons, Alexa Grasso, mais c'est fort Grasso aussi. Ouais, coach Grasso, c'est très fort, il a une très grosse analyse et je pense qu'ils vont être plus que prêts sur la revanche. Moi, je vois Alex le battre, mais il peut le battre. Enfin, c'est un énorme combattant. Par contre, s'il le bat, je le vois pas garder la ceinture jusqu'à la fin de l'année. Et je sais que c'est pas officiel, hein, parce que la rumeur c'est Evloev Murphy à Londres, en main event à Londres en mars. Le gagnant de ça, il a le title shot, je pense. Enfin, là, il y a un moment, faut pas déconner quand même. Et si c'est un Movsar, ce que j'imagine moi, je le vois battre Lopez. Moi aussi. Ouais, tu vois. Donc, Movsar, il prend son temps, il combat jamais quand il est diminué. C'est vraiment un joueur d'échecs, c'est un tacticien. Il met en avant sa lutte, il brille pas pour briller. Et il faut des très grosses qualités pour le battre. Et il y a Liron, il peut l'éteindre sur une technique retournée, un truc comme ça. Mais je suis pas sûr que Diego Lopez y puisse. Tu vois. Ouais. Et ça plaira pas forcément à l'UFC, hein, moi, c'est Floef champion, mais vu les qualités qu'il a. Et le choix, moi, j'ai un choix pas du cœur, j'ai un choix de la folie. C'est quoi? C'est Jean Silva, qui va affronter Arnold Allen, qui peut remonter très vite dans les classements en vrai. Alors, il s'est fait sécher par Diego Lopez. Et le premier round, il était très compliqué pour lui. Mais dans le deuxième, on l'avait expliqué. Il est fort, hein. Il reprenait la main jusqu'à ce qu'il soit un peu trop, comment on dit, dans cette excitation, dans ce truc. Et il se fait surprendre avec ce coup de coude retourné, ou ce backfist, je sais plus, retourné. C'est un backfist. Mais avec la hype qu'il a, les capacités à faire des KO, tu vois, spectaculaires et tout, tu mets un gros KO à Arnold Allen et tu prends un des mecs au-dessus et tu le re-KO fort. Ouais, d'ici fin de l'année, tu peux avoir ton title shot en fin d'année. Ouais, d'ici fin d'année, il peut. Donc le choix de la folie serait gentil. Ouais. Après, c'est des combats. Cette KT, elle a été redynamisée de fou parce que t'imagines, Jean Silva, il est 10e là. Ouais. Et malgré tout, t'as des mecs quand même comme Zalal, comme Allen, comme Aljo. Et moi, tu vois, un des mecs auxquels j'ai pensé, c'est Aljamain Sterling. Ouais. J'adore Aljo et je pense qu'il a les capacités peut-être de devenir champion. Ouais. Donc c'est un mec qui cette année pourrait avoir sa chance aussi en enchaînant, en faisant une petite série. Mais quand même, pour l'instant, le boss de fin de niveau, c'est Movsar. Oui, je pense. Mais... Il est dur à prendre. Il est dur. Mais c'est une belle catégorie, tu as raison, qui bouge pas mal. Et ça tombe bien, puisque notre prochain matchmaker, c'est les moins de 66. C'est les featherweight. Donc on va vous faire tous points sur la KT. Ce sera avant la fin janvier dans Jab Culture. Les lightweight, les moins de 70 kilos. Le champion, c'est Ilia Topuria. Alors, on n'en avait pas trop parlé puisque c'est tombé après, je crois, notre dernière émission, mais il y a eu tout, tu as suivi tout ce qui s'est passé. Mais là, c'est pas un drama. Tu vois, tu me parlais du mot drama pour ma petite fin d'année solo où tu m'as laissé piloter, mais là, c'est pas un drama, c'est une histoire de fou. Menace, machin. Menace d'extorsion, ça va en justice, donc avec son ex-femme. Donc, nous, on n'est pas dans le truc, on sait pas. Il y a des accusations apparemment de violence conjugale du côté de sa femme, si j'ai bien compris. Une nouvelle fois, non, on n'est pas dans le truc, je sais pas ce qui s'est passé. Il est noyé, le pauvre, là. Mais c'est compliqué. Et puis, quand il y a des gosses au milieu, c'est jamais facile, tu vois. Tu le revois combattre vite, ce gars-là, vu ce qui se passe? Parce que tu vois, on avait le petit truc, je rate le premier trimestre, mais bon, on se disait, il va aller avril-mai, voire juin, on peut le revoir. Là, avec ce qui se passe, je suis pas sûr qu'on le revoie à ce moment-là. Est-ce qu'on le revoit dans l'année? Après, tu sais, des fois, le moral, il faut quelques mois pour revenir, mais je pense que, non, raisonnablement, soit avant, soit à la fin de l'été, on va le revoir. Mais il faudra gérer ce qui s'est passé au milieu, et c'est pas facile, tu vois, parce que... Alors,
Il y a, on l'avait dit déjà, c'est toujours une très grosse KT, elle est toujours aussi excitante, la catégorie lightweight, mais il y a plus de monde autour de la 20e et de la 50e place qui va progresser, des jeunes de 27, 28 ans, tu vois, que de gros prospects, soyons honnêtes. À part Arman, il a un peu fait le tour, il y a. Mais il peut se passer des choses. Moi, je suis vraiment pas sûr qu'on le revoie. Ou alors contre Marachev. Ouais, après, je pense que quand même, globalement, il n'a pas eu le temps de bâtir la fortune qu'il laisse à penser qu'il a. Je ne sais pas si c'était très français ce que je viens de dire, mais je pense que globalement, tout le monde a compris. Les jets privés, les machins, les trucs. Je pense que pour le moment, ce qu'il a accompli ne l'a pas mis à l'abri. Voilà, je vais être un peu plus clair. Donc, il a besoin de refighter. Peut-être que c'est 2 ou 3 fois, comme son clan avait dit, avant d'essayer de passer à l'anglaise. Mais c'est pareil, l'anglaise, c'est pas une formule magique. Tu vois, pour arriver à des 40 ou 50 millions comme fait Jake. C'est toujours pareil. On se rend pas bien compte. Mais en fait, c'est comme des acteurs. Ces mecs. Jake Paul, il fait de l'argent parce que les gens le regardent. Ouais, bien sûr. Tu sais, je rentre pas, moi, dans les débats. En anglais, c'était bien mieux encadré que moi avec Dylan et Kabir. Et puis pas aussi. Mais tu sais que je regarde aussi par plaisir. Et en fait, il faut comparer ça à un film. Demain matin, tu as un acteur tu changes d'acteur sur ton rôle principal et il te fait faire 40 millions d'entrées ou 20 millions d'entrées ou 10 millions d'entrées. Et c'est comme ça que ça se passe en anglaise. Le mec, s'il vend autant, c'est parce qu'il vend. Et c'est marrant ta comparaison des films parce que tu sais, il y a toujours les classements des acteurs les plus banqués qui gagnent le plus parce qu'ils rapportent c'est ça. le plus. C'est un business. Et en fait, le mec vend, donc il touche. Donc pour arriver à ce niveau-là d'anglaise, je ne suis pas persuadé qu'un Topuria il soit capable d'atteindre des... Même Conor, il l'a fait parce qu'il y avait Floyd. Mais est-ce que tout seul, il fait autant ? C'est des questions qu'il faut se poser parce que des fois, on croit que parce qu'on regarde du MMA nuit et jour, toute la planète regarde du MMA. Mais non. Aujourd'hui, c'est encore un sport qui est en construction et qui n'a pas une notoriété mondiale. Et vendre 50, 60 millions de pay-per-view, c'est pas facile. Non. C'est pas Alors, facile. qui sera champion lightweight fin 2026 c'est une des catégories que j'ai eu le plus de mal. Mais c'est hyper compliqué. C'est très hyper compliqué. Moi, vas-y. Moi, j'ai parce que on s'est pas du tout concerté. Non, aucune concertation. Moi, j'ai Herman Tsarukyan. Ouais, bah écoute, je vais être un peu plus original que toi. Moi, je crois au retour de Charles. Ok. J'y crois vraiment. Donc, il bat Max. Ouais. Et qui ensuite bat le vainqueur de Pimblett. Ouais. Ok. Donc, un scénario où Topuria revient pas. Pas tout de suite, en tout cas. Ouais. Moi, j'ai un scénario où Topuria revient, c'est il revient prendre, notamment si c'est pas dit, qui a pris la ceinture. Parce que on va aussi, bien sûr, c'est le 24 janvier, donc on va très vite vous présenter ce combat entre Justin Gaethje et Paddy Pimblett. Topuria peut revenir faire le truc. Mais en fait, je le vois pas. Enfin, s'il fait ça, je pense qu'il laisse la ceinture vacante derrière et qu'il monte prendre Marachev. Donc c'est pas Topuria, même s'il redevient champion, enfin tu vois, ou qu'il garde sa ceinture parce qu'on l'a pas destitué, je pense qu'à la fin de l'année, il a pas sa ceinture Topuria. Donc pour moi, c'est Tsarukyan. Okay. Dans toutes les combinaisons que je vois après, je vois Tsarukyan s'imposer. Après, Charles Tsarukyan, on l'a déjà eu, c'était serré effectivement, mais t'imagines que là, en fait, il y a un monde où Charles, sans repasser par la case Tsarukyan, il peut retourner à la ceinture, tu vois. Ah mais c'était très serré ce combat-là. Donc c'est intéressant de le revoir. Charles Paddy, j'aimerais bien le voir, juste pour voir un truc. Tu vois. Je sais ce que tu veux voir. Mais c'est marrant parce que toi, t'as Charles. Et moi, mon choix du cœur, c'est Max Holloway. Qui, dans mon scénario, bat Charles, je pense qu'il va battre Charles, et qui ensuite prend le vainqueur de Paddy, de Gaethje contre Pimblett, ou qui prend un autre mec pour une ceinture vacante parce que Topuria l'a laissé. Moi, le Charles lutteur, il m'impressionne. Hein. Tu vois, le Charles qu'on a vu contre Gamrot, qui est capable de faire des takedowns et faire... je suis pas sûr que Holloway, il est le seul pour résister à ça, tu vois. On en a parlé ces dernières semaines, c'est marrant, parce qu'en plus, il y a le combat qui arrive contre Dan Hooker le 31 janvier. Il y a pas Benoît, tu l'as eu un moment dans ton équation à te dire pourquoi pas. Step by step. Ouais. Moi, je pense qu'il 2027, il peut être c'est jouable. Ouais, 2026, il peut s'asseoir dans ce top 5. Mais faut pas aller, même pour lui, il faut pas aller trop vite. Ça se prépare tout ça. Faut des gros budgets quand tu vas faire la ceinture, des sparring, la récup. Faut monter step by step. Et je pense que 2027, oui. Mais elle est hyper intéressante cette catégorie. Il y a tellement d'équations possibles à faire. Imagine Gaethje là, il bat Pimblett. Mais attends, Gaethje qui est un Pimblett, c'est un scénario plus que probable. Hein. Et Max derrière bat Charles. Ouais. La revanche du 300 avec la convocation. Enfin, tu vois, t'as beaucoup de choses à écrire, t'as beaucoup de scénarios hyper intéressants. Même si c'est un peu du réchauffé parce qu'on a un Holloway qui monte, il n'y a pas de nouvelle star qui arrive à part Paddy. Non. Et en plus, Paddy, par contre, on pourrait en débattre pendant des heures. C'est vrai que son run, et c'est toi qui avais mis ça sur les réseaux, et c'était hyper intéressant. Le run de Benoît est bien plus intéressant que le run de Paddy, par exemple. Et j'avais même été plus loin. Le run de Fares est plus intéressant pour moi que celui de Paddy. Mais il est là.
Et il a quand même des chances parce que pareil, il va à la bagarre. On sait que Justin, il prend moins bien les coups qu'avant. Mais soyons honnêtes, le Justin d'il y a 4-5 ans, qu'est-ce qu'il fait à Paddy? Ah, mais ça, je suis d'accord. Mais là, on est Mais parle là- de Justin. Je crois que depuis 2 ans ou 3 ans, il a battu que Fiziev. Gaethje. Mais bon, c'est pas facile. C'est Ce pas qui est mal de battre facile, mais tu Fiziev vois, quand même, tu vois. il est pas sur un. Il est plutôt sur la fin quand Mais même. ce qui est Gaethje. intéressant, c'est que moi, je vois pas un Paddy être capable de lutter avec. Parce que tu as vu les vidéos qui ont un peu leaké là, de Justin à l'entraînement? C'est un chat quand même. Mm. À faire tomber, c'est compliqué, tu vois. C'est des maîtres du scramble à ce niveau-là de lutte. Donc c'est quand même intéressant ce combat. Et mine de rien, moi, il me hype. Hein. Je sais pas toi, mais Paddy, on sait qu'il est capable quand même de frapper très fort. C'est pas un striker, mais il est capable de frapper très fort, donc il peut Il éteindre un encaisse Justin. mieux qu'avant aussi. Ben, en principe, là, il a fait. En tout cas, tu as vu, il était pas malade, mais il a fait une diète beaucoup. Là, on l'a croisé parce qu'il a coaché pas mal de gars, que ce soit au Cage Warrior ou à l'UFC. Il a fait une diète sérieuse. Là, il arrive prêt. Il ne sera pas cramé par la diète. Donc, effectivement, quand tu arrives prêt, que tu déshydrates moins, bah, tu prends mieux les coups. C'est une évidence. Donc, non, c'est très. Franchement, là, ce qui nous arrive, là, Max, Charles, Justin, Paddy, Benoît, Hooker, Ouais. Oui, ça va définir beaucoup de choses. ça va changer Par beaucoup contre, de moi, choses. tu vois, dans mon scénar, bon, bah, l'UFC a fini par dire quand même, ok, c'est bon, t'as assez payé, Herman, et on va te la redonner ta chance. Mais bien sûr. Mais il y a un monde aussi où c'est toujours pas en 2026, hein, et où, avec toutes les Bah, combinaisons qu'on Alex, a là, tu le vois, problème, où ils disent, si tu veux, c'est qu'à chaque fois qu'il a une chance de recombattre, il en fait une. ouais, je suis d'accord. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Mais je pense qu'à un moment, ils vont quand même Enfin, il le mérite, quoi. Sportivement, il mérite sa chance. Je pense que là, je suis curieux de savoir qui vont lui donner. Maintenant, par contre. Là, le prochain combat. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Avec toute l'équation que tu as Tu donnée vois là, c'est hyper compliqué. Qui il lui donne? Et en Et, fonction de ça, on verra. Et de toute façon, aussi, est-ce qu'il y revient et quand est-ce qu'il revient, ça va définir beaucoup. C'est pour ça que c'est un exercice très compliqué dans cette KT parce qu'on n'en sait rien. On est face à un gros point d'interrogation. Pour en fait. faire de la spéculation entre Ilia et après, on verra par la suite sur les poids lourds et tout, il y a beaucoup d'incertitudes quand même. C'est très très compliqué cette catégorie-là. Donc nos amis des lightweight, on passe au welterweight, les moins de 77 kilos. Un nouveau champion qui a été sacré, c'était en novembre au Madison Square Garden, Monsieur Islam Makhachev, l'ancien champion des légers qui est monté de catégorie, 7 kilos de plus pour aller conquérir sa deuxième ceinture. Il avait battu Jack Della Maddalena, bien sûr, qui lui-même avait détrôné Belal Muhammad, c'était en mai à Montréal. Qui, tu vois, champion, elle était compliquée aussi celle-là. Bah là, je te dis, le choix du cœur. Et c'est pas le cœur parce que je le connais pas plus que ça, mais j'aimerais bien quand même voir Morales et je pense que Morales peut faire une dinguerie. Cela étant, je suis même pas sûr que Morales ait sa chance directement parce que c'est vrai qu'au moment où on se parle, c'est plutôt le Islam Kamaru qui est en train de se profiler, qui est en train de glisser. Du coup, Morales, il risque d'avoir un autre match-up. Va savoir comment ça va se passer. C'est serré quand même dans cette KT. Donc là, Tyan Gary, qui est dans le top 3. Ouais. Donc je vais pas être très. T'as Là, vu je vais pas être très fun. Je sais pas si t'as vu, Shavkat, il est remonté. Ouais, il est remonté. Ils l'ont remonté deuxième devant Gary. Est-ce que tu visualises mes petits poulets ou pas? Je Oui, crois que les petits poulets. Mais, le retour des petits poulets, ils sont toujours là en 2026. Islam. Islam Makhachev qui reste. Ouais. Ok. Ouais. Je suis pas très original là-dessus, mais honnêtement, il y a juste Morales par rapport au Gab. J'aurais voulu voir, tu vois, mais je crois. J'ai envie à voir comment Shavkat revient aussi, parce qu'apparemment, il va être matché dans pas longtemps. Shavkat, un combat où il fait une grosse perf, il a sa chance. Mais Shavkat, tu sais, le rythme, l'entraînement, les combats, c'est important tout ça. Mais le Shavkat Islam, il serait très cool. On en a déjà parlé. Il serait très très cool. Alors moi, c'est ma grosse cote de toutes les KT. Ok, t'as envoyé du lourd, vas-y. Non, c'est pas que j'envoie du lourd, c'est que c'est un scénario très précis. Fin 2026, la ceinture welterweight, elle est vacante. Toi, tu penses qu'Islam monte? Islam la défend 2 fois et il prend sa retraite. C'est vrai qu'il en a parlé. Un scénario à la Rabib. Et cette ceinture est vacante et elle est désignée dans les 2 premiers mois de 2027 avec un combat, je sais pas qui contre je sais pas qui. La cote derby, les gars, si vous le suivez, elle doit Si être ça à tombe, 800 contre 1. Si ça tombe, c'est bon. Et ma cote, du cœur. pas du cœur, mais de la folie, mais un peu du cœur parce que j'aime beaucoup sa boxe, tu le sais. Mais un peu de la folie, c'est que le champion fin d'année, c'est Ilia Topuria. Qui monte et qui a réussi l'exploit de mettre KO Makhachev. Et Topuria, il a même pas encore repris le chemin d'entraînement. Ah, c'est une folie que je te donne. Je suis calme, d'accord. avec Oui. le Matador, calme. Je suis d'accord total, mais c'est comme mon Jean Silva de tout à l'heure, c'est mon choix folie. Mais vacante, si ça arrive, il doit y avoir une grosse cote. Hein. Si tu peux parier sur un site là-dessus, il doit y avoir une grosse cote. Mais ouais, Islam qui pose les gants, tu sais, à New York en novembre ou un truc comme ça. Mais c'est vrai qu'à mon avis, il va 2026 ou 2027, il raccroche. Il faut y penser parce qu'il raccroche tôt ces combattants dagestanais. En même temps, il faut relativiser. Oui, 35 ans, c'est jeune, parce qu'il a 35, je crois, il va faire 36. Ouais. Mais depuis quel âge ils font? Complètement. Tu vois, le sambo. Et puis il l'a dit. Et tu sais, c'est quand même des gens qui tiennent beaucoup à leurs paroles, comme l'avait fait Rabib à l'époque. Et je pense
Il a dit qu'il lui restait 2 ou 3. Voilà, je pense qu'il ment pas en fait. Mais quand non, il dit mais ça. 2 ou 3, est-ce que ça peut nous amener à Mais je 2027, crois que tu le vois 3, quand il disait 3, c'était avant Jack Della Maddalena. Donc tu peux enlever. Ça peut emmener en 2027, on C'est est ça. d'accord, mais ça peut être 2 combats en 2026. Non, mais on est proche de la fin, je suis Puis tu d'accord. finis là. Dans un scénario où il revient pas trop tard et où il décide de monter direct, et Makhachev Topuria au Madison Square Garden en main event, Non, mais t'as raison. ça a de la tête. Là, s'il prend Kamaru et qu'il bat Kamaru, il finit avec Ilia, il a fermé le livre. Hein. T'as Ouais. pas besoin des autres noms en vrai de Ouais. cette KT. Bah non, pour ta parce qu'il s'en legacy. fout, lui, d'avoir un Morales ou d'avoir un Prates. Ilias, c'est mieux, c'est un plus gros nom. Hmm. T'as quand même des bonnes chances de le battre. Tu vois, il y a même un écart physique et tout, puis il y a les qualités d'Islam tout simplement. Moi, je te dis, je pense que Topuria peut le battre, mais c'est autre chose. Si ça arrive, on en parlera et on analysera tout ça. Mais tu viens de battre Ilia au Madison Square Garden, tu poses les gants. Merci, salut tout le monde. Ah, t'as fini le jeu. Hein. T'as fini le jeu, ça c'est sûr. Et début 2027, on a ceinture vacante, je sais pas, Shafkat contre Gary, Shafkat contre Morales, Gary Morales. Tu peux faire toutes les équations que tu veux. Ouais. Et Et- avec la nouvelle génération. Ouais. Et c'est donc ceinture vacante pour moi, chez les welter. On tente le coup. On passe. T'as vu, Makhachev d'ailleurs, il chauffait bien Topuria. J'avais noté la phrase en préparant l'émission. Ilia nous en veut, je pense qu'on va régler ça, soit avant le combat, soit plus tard. Ça va être électrique s'ils se rencontrent les deux quand même, hein, puisque ça se balance. Ouais, Ouais. ça envoie du lourd. Hein. Ouais, mais c'est le. Il y a un côté, c'est pas les mêmes du tout, hein, mais le parallèle est assez plus comme Ilia imite toujours Connor, enfin même dans ses tatouages, il y a un côté Connor Rabib moderne. Ouais, mais en fait, ce qui fait bizarre là, c'est que il a des, il est russophone d'origine, tu vois, donc ça fait bizarre quand même. Mais oui, il se charcle hein, sur les réseaux. Middleweight, les moins de 84 kilos. Le champion, c'est Khamzat Chimaev qui a pris la ceinture cet été, qui ne l'a toujours pas défendue et qui a expliqué qu'il la défendrait donc avril. Après le Ramadan. Si j'ai bien compris, oui, c'est après le Ramadan, c'est ça. Donc on sera sur ces eaux-là. On connaît la propension de Chimaev à combattre qu'une fois par an, ce qui est aussi une notion à prendre en compte. Ouais, puis il commence déjà à parler de monter. Monter en 93, il y a cette idée de monter en 93. Donc pareil, c'est une KT à beaucoup d'équations. Il y a notre Nassourdine Imavov qui attend son title shot contre Khamzat. On espère que ce sera lui pour cette première défense-là. Comment tu vois, c'est qui le champion fin 2026? Alors, je pense qu'ils vont devoir vraiment, quand je dis ils, je parle de la team Younes, à qui je passe le bonjour d'ailleurs, et Nassour, ils vont devoir être patients, je pense. J'ai l'impression que parti comme c'est parti, c'est pas Nassour qui est le prochain qui fait la ceinture. Je pense qu'ils... Non, ils peuvent pas. Et ça commence, Ils peuvent pas. ça commence là par les Chinois, oui, mais T'as entendu la dernière fois l'interview de Khamzat qui dit oui, mais les femmes entre elles, chez nous, elles nous disent de pas le faire. J'ai l'impression que ça prend beaucoup de pincettes pour ne pas faire ce Mais tu combat. crois que l'UFC va les écouter là-dessus? Enfin, il va écouter un Khamzat? Mais attends, il te dit non, tu fais comment? Oui, je sais. Et le mec aujourd'hui, il a... Je les vois, franchement, ce serait un... J'ai l'impression, serait moi, abusé qu'ils de sont en train malade, qui fait tout et rétro-freinage là, tu vois, pour pas le faire. Ah, moi, Parce j'y- que ça moi, j'y commençait crois. à... T'as vu, il J'y y a eu crois la qu'on petite phrase de Khamzat et là, ça y est, ça commence à... Quand ils l'ont réinterrogé, il a dit non, il faut pas le faire. Il y a des femmes chez nous qui seraient choquées. Moi, j'ai Ouais, et, l'impression... Nassour en a parlé dans une interview Ouais. à RMC, mais il a été plus en mode si on peut l'éviter, on l'évite. Mais moi, je veux ma ceinture. Il est champion. Si on me dit de l'affronter, je dis j'y vais. Alors, cela étant... Donc c'est plus si Khamzat Younes- dans ton si- scénario si- qui freine. Ouais, Peu moi que je pense que Nassour. c'est Khamzat qui freine, Ouais. mais je pense quand même que Nassour est champion en fin d'année. Parce Ok. qu'il va monter à 93 autres. Je pense que moi, mon scénario, qui ne va peut-être pas plaire aux Français parce que ça veut dire qu'il faut encore attendre, c'est que le prochain, il va pas prendre Nassour. Ok, donc genre le vainqueur de Fluffy Strickland. Exactement. Moi, je Ouais. pense qu'il va prendre Fluffy. Donc il Tu baffe, vois, il baffe Fluffy. Il bat Fluffy, il monte à 93, et derrière, tu as un Nassourdine Quid, Dricus. Si Dricus a gagné son combat de retour, un truc comme ça pour la ceinture. Voilà mon scénar Ok. de middleweight. Alors moi, je pense que Nassour va prendre la ceinture en 2027. Ok. Dans mon scénario. J'espère qu'il la prendra en 2026 pour le coup. Le choix du cœur, il est clair et net. Il s'appelle Nassourdine Imavov. Moi, je pense qu'ils vont faire chez Imavov quand même. Peut-être que tu auras raison à la fin et que je me serais planté là-dessus. Je pense malheureusement que Khamzat va battre Nassour. Khamzat, c'est une bête mythique. Nassour a les armes, hein, et on en parlera s'il y aura le combat. Mais je pense qu'il le bat. Je pense qu'ensuite, il monte, Khamzat Chimaev. Que la ceinture est vacante et que la ceinture vacante va se jouer entre Fluffy, qui aura battu Strickland, et De Ridder ou Borayo, qui vont s'affronter Tout le monde aussi. s'affronter. Le vainqueur Ouais. de ça. Et que ce gagnant-là sera le champion fin d'année, donc Fluffy. Donc là, tu vois Fluffy Nassourdine en 2027. Et le premier combat de défense, c'est Fluffy Nassourdine. Et il en perd 2027. contre Fluffy, il perd Et contre Nassour. Nassourdine bat Fluffy. Bon, pour avoir un champion français, c'est une belle histoire, mais Je préférais que ça se la passe mienne. en 2026. Ouais, je peux suivre aussi. Mais on l'a tous les deux à un moment, champion, mais, mais pas au même moi, je moment. le vois Ouais. vraiment pas arriver ce combat. Ok.
Et vraiment, tu sais que je le cache pas, hein, que je suis très ami avec Majdi Chamas, le manager de Kamzat, et j'ai pas d'infos, hein, je l'ai pas demandé. Je sais qu'en ce moment, Tu crois pas que l'UFC peut être un peu en mode, un moment, et en plus tu combats qu'une fois par an. Arrête de nous, pour parler Non. franco, arrête de nous faire chier Non. et tu vas affronter Je Imavov pense parce pas. que c'est ton challenger. Je pense et pas c'est parce tout. qu'en fait, Kamzat, avec sa nationalité UAE et surtout la star que c'est devenu là-bas, et je pense que s'il dit je prends un tel là-bas, il prend un tel là-bas. Tu vois, il est pas aussi gros que l'UFC, mais il commence à s'en rapprocher. Et pour ces raisons-là, il a beaucoup de poids aujourd'hui. Et un autre des scénarios idéaux, excuse-moi, quand même, c'est que, imagine Ramzat ne défend pas en fait, monte directement, parce qu'il a une opportunité à 93. Que Strickland bat Fluffy, j'y crois pas, on en reparlera quand il y aura le combat. Non, moi non plus, j'y crois pas. Strickland bat Fluffy et que tu fais la ceinture vacante, Nassourdine. Pour l'histoire, Nassourdine Strickland-Nassourdine, la revanche, ce serait magnifique. Mais honnêtement, surtout qu'en plus, là, en ce moment, on voit les vidéos de sparring de Strickland et tout, je ne le vois pas du tout battre Fluffy. Non, moi non plus. Mais le scénario serait tellement beau. Et puis, je reprends ta phrase là. Nassour, Strickland, à leur vraie catégorie de poids, avec un vrai camp de préparation, pareil, je veux voir un truc. Je veux vérifier quelque chose par rapport au premier combat. Vraiment. Donc moi, ça, c'est le scénario du cœur magnifique. Mais voilà. Je vois pas du tout Strickland battre Fluffy. Moi, j'ai parié. Pas du tout. Je parie un Fluffy champion et que Nassour le détrônera l'année prochaine. Ok, make sense. Light heavyweight, moins de 93 kilos. Le champion, on l'a dit au tout début, c'est Alex Pereira qui a récupéré sa ceinture au mois d'octobre contre Ankalaev. Derrière, on a du Prochaska, du Hulberg qui sont dans les stand-by pour avoir une chance de titre. Pereira, il parle de la montée en poids lourd. Quand on va évoquer Pereira, les poids lourds, il parle de montée. Et Jiri, attention, il parle de descendre. Hein. Donc, il y a beaucoup aussi d'équations et d'inconnus dans cette catégorie-là. Qui sera champion? Light heavyweight en fin d'année 2026. Ce n'est pas une coupure de son, c'est un blanc d'Aldric Cassata. Si je te dis vraiment que c'est difficile, mais que moi je vois quand même un monde où on a un Rountree en Kalaev pour la ceinture. Donc un des deux qui serait champion. Ouais. C'est qu'ils sont même pas rentrés dans mon équation. Enfin, je les avais notés dans les noms, mais jamais j'ai pensé à un dans mon film, Pereira il monte. Et d'ailleurs, tu as vu, hein, la rumeur, elle est en train d'être vraiment importante. On en reparlera en poids lourd, mais de Gan Pereira, c'est en train de monter de fou. Donc, je pense que Alex, il sort de la KT 93 définitivement cette année. Est-ce qu'il en fait un dernier ou pas? Ça va dépendre de Aspinall et de la volonté de l'UFC. Mais donc, il n'est pas champion en fin d'année. Jiri, il va descendre. Il l'a dit. Alors, peut-être qu'ils vont tester le cut ou quoi, mais Jiri, il descend. Donc, tu as un Ankalaev qui est quand même, malgré tout, pas mauvais, faut arrêter. Il est fort. Non, il est bon. Même s'il n'a pas la cote à l'UFC. La parenthèse Prochaska en moins de 84, il y a des clients qui vont l'attendre quand même. Parce que il y a un peu plus de fight IQ qu'en moins de 93. Et la lutte est différente. C'est quand même différent. Moi, je suis un peu circonspect quand même avec Jiri à 84. Je pense qu'il valait mieux prendre de la masse musculaire que descendre. Mais ça, c'est un avis. Après, quand tu regardes, Khalil, c'est solide quand même. Il y a que Pereira pour l'instant qui l'a vraiment fait. Moi, je le trouve vraiment très, très solide. Alors oui, il y a cette défaite en tout. Et oui, il a perdu contre Jiri, mais... Donc tu vois, moi, je vois... Ankalaev ou Rountree? Faut s'engager. S'ils s'affrontent, je vois Ankalaev gagner. Ok, donc Ankalaev qui serait champion en fin d'année. Mon champion en fin d'année, il s'appelle Ramzat Chimaev. S'il monte, oui. Parce que je pense mais s'il monte... Oui. Alors là, par contre... Je pense qu'il va tous les mecs qu'on vient de dire. Si on prend ce scénario-là où il monte en 2026... C'est sûr et certain, il est champion. Ouais. Il bat tous les mecs que je vois du top de cette KT. Chimaev, il les bat. Après, il fallait pas qu'on ait la même, qu'on ait le même nom, tu vois. Mais moi, je t'ai fait une optique où il monte pas, même si je voudrais bien qu'il monte en 84. Mais s'il monte, ce qui est sûr, c'est qu'il met tout le monde d'accord. Parce que tu vois, je suis resté cohérent avec mon choix des 84. En termes de scénario de lutte, il est meilleur qu'Ankalaev. Cet aspect-là du combat, il est meilleur. Et que tous les autres. Prochaska ou Hulberg, il les ragdoll. Hein. Mais évidemment. Évidemment. C'est très compliqué. Évidemment. Et moi, tu vois, c'est cohérent avec mon scénario de 84, en fait. Où t'as la ceinture vaincante à un moment, lui, ça le récupère. Et contre n'importe qui qu'on lui met en face, c'est lui le champion. Je pense qu'il fait qu'un combat. Hein. Il est direct pour le titre. Là, compte tenu du marasme qu'il y a dans cette KT, là, tu montes, tu l'as. C'est pas comme s'il y avait des vrais prétendants et tout, tu vois, comme ça a pu être le cas dans d'autres catégories. Là, il monte, évidemment. Et mon choix de la folie, un peu. Qui tu vas chercher? Chimaev n'est pas monté, mais que Pereira, lui, est monté. Parce que comme toi, pour le coup, j'imagine que Pereira ne sera plus dans cette KT fin 2026. Je pense même qu'on le reverra pas à 93. C'est Morzakhanov. Ouais, c'est solide. Azamat Morzakhanov. C'est solide.
C'est solide, mais Choix un peu fou. Qui serait champion en moins de 93. après, je suis pas sûr. Franchement, il est fort, hein, mais je suis pas sûr du tout que ça passe. Tu crois on pas va que ça parler passe Hulberg? Non, je suis pas sûr que ça passe Volcan. Oh, ah oui, tu vas beaucoup plus loin que moi. Ouais. Moi, je pense que ça passe les deux. Volcan, il est intelligent. Oui, beaucoup plus que les autres. Et dans son fight IQ, Volcan, il est intelligent. Hulberg, je suis un peu moins il gère sûr. mieux la lutte. Non, Hulberg, c'est un sauvage, tu vois. Ouais. Mais je pense qu'il bat Hulberg, mais je suis pas sûr qu'il batte Volcan. Ah ouais, alors moi, pour le coup, ouais, je pense qu'il va Volcan. Mais on verra si on aura cette réponse-là. Mais c'est complètement fou. Tu vois, Mourzakhanov, c'est un peu un scénario complètement fou. Hein, je suis d'accord. C'est loin d'être le favori pour être champion en fin d'année. On passe au poids lourd. Et t'en as parlé. Le champion officiel, c'est Thomas Spinal, toujours. On rappelle sa défense de titre contre Cyril Gane, terminée avec les doigts dans les yeux. C'était fin octobre et on était en live sur Jab Life. Bon, déjà, premier truc, tu as vu les news, elles sont pas bonnes. Bah, Apparemment, exactement. opération. Fallait donner. Il dit qu'il a déjà été opéré une fois. Il est réopéré mi-janvier. Joe Rogan, il commence à dire peut-être qu'il recombattra combattra plus, ça se passe mal. Et en vrai, il y a un vrai risque, Aldric. Mettez en commentaire les ophtalmos là, qui nous ont parlé en fin d'année. Deux On opérations. a dit qu'on arrêtait le drama, mais je peux quand même mettre des petites piques. Deux- Les deux- ophtalmos là, qui ont dit oui, c'est du chichi, moi je connais bien. Parce que jamais une seconde. Parce que tu sais que tu lis ça hein, en dessous des commentaires aujourd'hui. T'as des gens qui disent il continue de le chiquer jusqu'au bout. Mais jamais Mais de la non, vie, un mais mec se pas- fait mais opérer pas- s'il n'y a mais pas même- de problème. Mais pas, Alex, pas à l'UFC. Non, c'est pas Pour expliquer un peu, parce que je vais pas passer mon temps à envoyer des pics, je vais aussi expliquer. L'UFC, quand tu as une très grosse opération, comme les croisés ou les yeux, ou n'importe quelle opération au final, il y a un dossier médical Ouais, t'es suivi. qu'il faut envoyer. Les mecs de l'UFC a son staff médical, plus les gens de l'UFC Performance Institute. Et je vais même plus loin que ça. Quand tu commences à être un fighter installé dans le top, il faut même justifier de où tu fais la réathlétisation. Avec qui, pourquoi. Sinon, ils te disent, tu viens à Vegas. Ils sont même prêts à prendre en charge une partie, mais ils rigolent pas avec ça, Non. tu vois. Donc, bien sûr que non. Et Bien c'est sûr plus que non, l'UFC c'est à pas l'ancienne. chiqué. C'est plus l'UFC à l'ancienne. Hein. On rappelle que Bisping, il l'a caché, son œil. Hein. Oui, mais c'est de notre époque. tu Voilà, vois. et c'est une autre époque. Aujourd'hui, avec l'UFC Performance Institute Mais- et le staff médical de l'UFC, tu caches rien et tu dois même justifier de où tu fais ta réathlétisation. Et je suis vraiment pas sûr qu'on le revoie. Hein. S'il y a un vrai risque pour les yeux, son médecin, il va jamais lui donner le feu vert. Hein. Non, Jamais. Je pense qu'il y a une deuxième opération qui est nécessaire et que si elle se passe bien, on va le revoir. Je suis moins défaitiste que toi, mais je pense que si on le revoit plutôt en fin d'année, Oui. genre septembre-octobre, tu vois. Et donc, il y a la rumeur qui traîne, on en parlait pour les moins de 93, d'une ceinture intérimaire, Pereira, contre Cyril Gane, Alex Pereira, Ouais. Cyril Gane. Il en a même parlé, lui. Je sais pas si tu as vu passer ces dernières heures. Aspinal, dans une vidéo avec Paddy Pimblett, là, il en parle lui-même. À dire, en plus, ce sera un combat assez cool, et il y a possibilité qu'il fasse ça, ouais. Parce qu'il a conscience que, de toute façon, opéré mi-janvier, le retour à l'entraînement, il est au mieux, Aldric. Mars. Ouais, mars-avril, ouais. Ouais. Donc, Septembre. retour à l'entraînement. Septembre. Ça veut dire septembre, donc ça va faire plus d'un an, enfin Mhm. quasiment un an après le titre Mhm. contre Cyril. Tu mets une Il va se intérimaire. passer des choses. Bah Tu oui. mets une intérimaire. T'as une Après, regarde. superstar avec Pereira qui veut monter. Soyons- Un style qui va avec moi, celui de Gane. moi, je pense que Cyril va le battre s'il se bat avec Qui Pereira. bat Pereira. Ouais. Ah, j'ai Mais- très peur. Albert. Mais, ouais, ces gros strikers, il nous a déjà montré, tu vois, qu'il était capable de les gérer. Et moi, j'y crois, je suis vraiment confiant. Par contre, Pereira, il a un potentiel. On va pas refaire ce qu'on a expliqué en fin d'année avec Paramount, mais on sait que le continent sud-américain, dans sa globalité, avec le Mexique et le Brésil en particulier, c'est un très gros marché pour l'UFC. Moi, je te pose la question à l'envers. Moi, je pense que Cyril le bat. Mais, quelles sont les chances de Pereira contre Aspinal, même un Volkov ou un Curtis Blade? Oui, c'est un autre style. On a vu quand même que sa défense de lutte, elle est quand même un petit peu précaire, tu vois, Mais c'est le sans manquer de respect. de tous les tops, Cyril, c'est le meilleur profil à lui mettre. Voilà. C'est-à-dire que si tu veux que ta superstar, elle puisse être triple champion, Triple champion, le premier. être le premier à avoir fait ça, le meilleur match-up, c'est Cyril Gane. Parce que c'est un striker contre striker et qu'on sait très bien que et Volkov, et Blade, et Aspinal, ils vont lutter. Et tu sais que C'est évident. Hein. et si ça arrive, tu sais que ça peut être un combat qui se transforme. Imaginons ça se passe mal pour Aspinal. Finalement, il recombat jamais ce mec-là. Bah, ton intérimaire, elle se transformera en ceinture réelle, en fait. C'est Ça ça. peut être un combat qui sera en fait pour le titre réel Et quelques mois après, plus tard. t'orientes Pereira vers des beaux match-ups, il peut éteindre des gens en poids lourd, tu vois. Mm. Donc, vu comme ça, c'est pas inintéressant. Il y a Waldo Cortés Acosta qui monte un peu dans l'ombre, même s'il avait chuté un peu sur. Mais pareil, Waldo Cortés, c'est un Pavlovich, hein, très bon, qui l'avait battu c'est un l'année très bon dernière. profil. Ouais. C'est C'est Pavlovich, un- sa défaite. Ouais. C'est un très bon profil. Bah, on l'avait dit, même le Tu scénario vois contre Aspinal, avec tout ce qu'il fait avec les yeux et tout, c'est intéressant. Mais
avec une nouvelle fois toutes ces équations compliquées, c'est qui ton champion fin 2026 ? Tu t'es dit qui ? Gane. Cyril Gane ? Ouais. Ok. Alex Pereira. Moi, je vois Gane Alex parce que je Pereira. pense que vraiment, il a le profil pour bloquer un petit peu le punch de Pereira et travailler à distance, tu vois, et le forcer à se déplacer. Je pense que ça peut... Après, on est sur un très, très haut niveau de striking, là. Très, très haut niveau de Ouais, striking. bien sûr. Et même, tu vois, pour Cyril, qui fait son camp à Dubaï, là, on l'a vu beaucoup avec des grappleurs. Et en plus, c'est dur, Pereira, parce que c'est un style qui est très difficile à reproduire. Très, très difficile. Il y a son fils de 14 ans qui Ouais. le reproduit parfaitement. Mais tu vois ce que je veux te dire? C'est compliqué parce que là, sur ta liste, tu prends un mec de l'anglaise, mais c'est pas la même gestuelle, Non. c'est même pas la même Parce distance. que, tu vois, C'est il a extrêmement affronté compliqué. des gros strikers, je suis d'accord, Cyril, mais c'est pas du tout le même animal que Ngannou. Hein. Pas du tout dans son Non. striking. Mais après, Ngannou, il a des. moi, je pense que Cyril, avec le timing, il est même capable de le lutter, Pereira. Mais je pense que c'est plus facile de gérer Ngannou que Pereira en termes de striking. Pereira, c'est statique. On peut dire ce qu'on veut, Il y a Pereira, c'est ça. extrêmement statique. Mais tu vois, et Et moi, Cyril, c'est pas statique. tu sais que moi j'en ai même parlé à des mecs. Alors oui, il y a eu Tyson Fury, mais qui n'était pas préparé du tout. Hein. Tyson Fury, le combat contre Ngannou, croyez pas une seconde qu'il a préparé ce truc-là. Mais moi j'en ai parlé à des mecs qui l'ont vu tourner en anglaise récemment, hein, Ngannou, dans des salles. Ce qui me disait, mais c'est compliqué en vrai techniquement. Enfin, il est loin d'être très très bon techniquement. Pereira est beaucoup plus fin quand même s'il est statique, il est beaucoup plus fin que Ouais, peut c'est l'être vrai. un Ngannou. Donc il y a un vrai risque et moi je le vois bas de Gane. Moi, je pense que la vitesse de déplacement de Cyril et le fait qu'on enterre Cyril, peut-être. Enfin, tu enterres Cyril. sur ce Non, je coup-là. l'enterre pas. Mais, Il va encore me tomber dessus. Mais non, mais je pense qu'il est capable, moi, avec son explosivité, de l'emmener en lutte, d'imposer le clinch de Muay Thai. Moi, je pense qu'il y a Possible. un chemin. Hein. Il y a un Possible. chemin, vraiment. Je te dis pas que c'est, tu vois, je mettrais pas ma maison ou je dirais pas que c'est un 90-10. Hein. C'est un combat très très serré. Mais je sais pas, même en plus, il y a un truc. Il a une destinée, ce mec-là. Pereira, il est destiné avec le Triple premier. champ, de toute façon, ça fait toi. C'est des défis de très grande envergure. Ce Mais mec-là devait jamais faire le de MMA, enfin quasiment pas. Ou il en et avait fait un peu il y a quelques il peut années. faire un record Voilà. absolu. Il devait pas continuer. Il était bien au Glory. L'autre, il se trouve que son ennemi du Glory devient champion à l'UFC. Il en parle dans une interview. Ça ramène Pereira. Il devient. Je trouve qu'il a un destin, ce mec-là. Et que son destin, c'est d'être le premier triple champ de l'histoire de l'UFC. Bah, moi, je l'aime. Franchement, hein, Pereira, c'est je l'aime bien. poétique, hein, ce que Après, tu me demandes entre. Moi, je pense vraiment, et c'est pas pour être franco-français, hein, mais je pense qu'il y a. C'est compliqué. Et le choix Un du cœur. Cyril Gane, Le choix du cœur, c'est Cyril, hein, de toute façon. avec sa vitesse de déplacement, c'est compliqué. Et Pereira, oui, il est un, mais c'est quand même assez statique ce qu'il fait. Alors ça, je te suis Tu vois? complètement. Mais c'est un striking vraiment très particulier, en effet, et sur lequel les capacités de déplacement de Gane peuvent être très bonnes. Et puis je te Enfin, dis, être très Cyril, il peut positives pour lutter. Cyril, il peut lutter. Il faut Il est pas- capable de lutter. lui. Mais en poids lourd, c'est-à-dire en préparant un peu son corps en poids lourd, là, faut pas le manger le crochet, hein, le truc de Pereira. Évidemment. Parce que là, il va t'éteindre tous les mecs. Si Non, mais je suis d'accord. Il te touche, il t'éteint. C'est marrant, personne de nous deux ne voit Thomas Pinal champion fin 2026. Non, mais ça a l'air compliqué. Vraiment, hein, c'est pas pour lui chercher des excuses, mais ça a l'air compliqué son histoire à l'œil. Et moi, les yeux, ça me fait peur. Ouais, Je- je suis d'accord. j'aime En pas. fait, c'est trop risqué pour toi, pour ta vie, tu vois, pour prendre le risque. Surtout, moi, pour avoir regardé son contenu YouTube et tout, Aspinal, c'est un mec qui fait beaucoup de sparring. C'est un mec qui aime bien. Arrêtez de critiquer des mecs comme ça, c'est une fiotte, machin. C'est un mec qui s'entraîne dur, c'est un mec qui fait beaucoup de sparring, c'est un mec qui s'entraîne, mais vraiment à l'extrême, qui pousse son corps. Donc le fait qu'il ait cette difficulté, si c'est pas résorbé à 100%, ça va être très compliqué. Mais t'aimerais pas dans mon scénar voir quand même des mecs. On espère que Cyril la prenne la ceinture. Mais tu vois, un Pereira qui a pris la ceinture et tu lui mets un Waldo Cortés à Costa. La bagarre de barre complètement ridicule. Mais rigole, mais tu sais qu'il y a un truc encore plus fou, parce que je suis persuadé que l'UFC va le signer dans un ou deux combats en fonction. Il y a un Will Fleury qui vient d'éteindre Martin Buday. Tu te rappelles de Martin Buday? Bon, il est pas tout jeune, mais il est costaud le rouquin. Hein. C'est que t'as un mec qui en fin d'année peut commencer à s'inscrire aussi s'il l'accélère vite. Oui, je sais exactement de qui tu vas parler. Stevenson. Ouais. Ouais. Il y a du monde en poids lourd hein, qui arrive. Hein. Ça, lui, il va être, s'il arrive, en plus il est un peu on sait que l'UFC le garde un peu, tu vois, lui fait faire ses premiers combats de carrière. Puis, alors l'opposition est pas folle, hein, ce qu'il affronte pour l'instant, mais il monte des vraies belles choses. Ouais, il va vite, il va vite. Une fois qu'il va arriver, ça va pas durer très longtemps avant de l'expédier dans cette caté-là qui est aussi morte, enfin tu vois, sortie du top. Il peut en fin d'année être aussi un des players intéressants pour ça. Juste. On passe aux femmes, les strawweight, les 115, les moins de 52. La championne, c'est Mackenzie Dern, qui a pris la ceinture. C'était le soir de Cyril Gane contre Thomas Pinal, contre Jean Diroba.
point très important, parce que je sais pas si tu l'as vu, mais après le combat de Weili contre Valentina à New York, elle n'a pas été mise dans les classements flyweight des 57, Weili Zhang. Elle a été remise dans les classements des 52. Donc je pense que c'est assez clair ce que veut faire Weili et qu'elle a compris qu'avec les physiques comme Valentina ou Manon, ça allait être quand même compliqué de devenir championne à 57. Bah, moi, je vois Weili Zhang redevenir Je championne. suis désolé de ne pas être plus original que toi, mais je vois Weili. Il n'y a pas d'autre. T'as Suarez, ils vont peut-être faire Suarez-Dern. Non, mais après, il y a du monde qui arrive, mais c'est encore un peu tôt. Ouais, t'as des Gillian Robertson, des Tabata Ricci. Fatima Klein, dont tu nous as parlé. Fatima Klein, c'est plutôt 2 ans, tu vois. Voilà, c'est trop mais tôt. non. Weili, elle est au-dessus. Elle est au-dessus de la mêlée dans une caté comme ça. Donc, fin 2026, elle est restée ses angles championne. On est d'accord. Flyweight féminin, Monsieur Aldric Cassata, la championne, c'est Valentina Shevchenko. Je l'ai dit, la seule qui a gardé sa ceinture du début à la fin de l'année 2025 de toutes les catégories à l'UFC. Qui vois-tu championne fin 2026 ? J'ai un grand sourire parce que je sais ce que tu vas dire. Je pense que tout le public qui regarde cette vidéo, c'est je pense que je vais même pas le dire pour la peine. Voilà. Bon, je le dis pour toi. C'est Manon Fiorot qui sera championne fin 2026. Et je vais dire, en fait, j'y crois. J'y crois pour un scénario. Je pense que Valentina s'en va. Je pense qu'elle monte. Oui, elle monte. Que ce soit pour prendre Kayla Harrison ou Amanda Nunes, qui est la vainqueur du combat en janvier. Elle monte. Ça fait un très beau combat féminin sur la Maison Blanche, par exemple, ou l'International Fight Week, tu vois, cet été. Et je pense qu'elle redescend pas, Valentina. Donc elle laisse sa ceinture. Je pense que la ceinture vacante, c'est Fiorot contre Silva. Alors, on va voir, il y a Silva qui prend. Tu sais qu'il n'est pas facile, le Namajunas Silva, parce que Namajunas, elle mixe pas mal. Même si c'est sur 5 rounds, je pense que Silva gagne. Hein. Je pense que Silva gagne. Il y a Blanchfield qui s'est remis un peu dans l'équation, on l'a dit, mais avec ce que lui a fait Manon franchement, il y a 2 ans. Alex, c'est pas pour critiquer, mais elle perd son premier. Je veux dire, là, je te parle d'analyse. Je te parle pas du choix du cœur, tu l'as compris, mais n'importe qui. Je pense que tous les gens qui écoutent ce podcast, ils ont envie de parler du choix du cœur pour les Français en général. Mais là, on parle d'analyse, de round, que ce soit Barber ou Blanchfield. Elles perdent leur premier round toutes les deux. Blanchfield, elle est en train de perdre le deuxième. Oui, il y a finition pour les deux d'ailleurs. Mais non, Blanchfield, elle gagne Barber, elle gagne la décision et Blanchfield, elle finit. Mais c'est pas fracassant. Non, sincèrement, c'est pas fracassant. C'est des noms qui permettent d'avoir d'autres équations, tu vois. On peut mettre plusieurs mix selon ce qui va se passer. Mais je pense que si Silva elle fait un combat clean contre Namajunas, c'est... Après... Mais en vrai, on va nous traiter non seulement de chauvin, mais de boxing squatter et de niçois. Mais en vrai, Manon, elle a les armes pour battre tout le monde. Ah bah, bien sûr. Après, elle a été battue par Valentina, il y a zéro doute, mais il y a eu 2,48-47 quand même. Je pense que les gens ont un peu trop oublié qui est Manon Fiorot dans cette catégorie. En France, je parle pas d'ailleurs des Français France, personne n'en parle. Je pense d'autres gens aussi. En France, personne n'en parle honnêtement, ça me choque pas et c'est pas plus mal. Mais quand tu regardes un petit peu, Manon, elle a pris un matin, je sais plus quelle c'était, elle se réveille, et putain, j'ai pris 200 followers, un truc comme ça, juste parce qu'il y a eu des podcasts américains qui ont dit mais attendez les gars, vous avez vu le combat ? C'est 3 rounds à 2, c'est serré. Le 5e, il est. Alors, bien sûr que sur la globalité du combat, et je l'ai déjà dit dès notre débrief, on perd ce combat. Ce que tu as eu d'ailleurs, qu'on rappelle, c'est que même le 5 a beau être serré. Sur la globalité du combat, tu es sur la globalité et que ton 5 va décider du vainqueur, évidemment. Tu le donnes à Valentina. Mais les juges, il y a beaucoup de podcasteurs américains qui ont parlé de la performance. En fait, ils ont encensé Manon sans le faire exprès, en parlant de la perf de Wheeling, quoi. Quand tu vois ce qu'a fait Wheeling, ce qu'a fait Grasso juste avant à la sphère, et que tu vois la perf de Manon, tu te dis ah ouais quand même, c'est disputé là. La seule qu'il a disputé vraiment sur ses 3 dernières défenses, même si c'était pas, elle récupérait contre Grasso parce que c'était après le draw, mais elle avait gagné quand il y a eu draw. S'il n'y a pas le 18, c'est Manon. C'est Manon qui est le plus embêté. Et face à des Rose, on l'a déjà vu. Erin Blanchfield, on l'a déjà vu. Natalia Silva, les gens ont beau en faire une montagne et elle est très bonne. Natalia Silva, j'espère qu'on va le voir. Mais je pense qu'on va voir que Manon peut la dominer debout aussi. Dans tous les scénarios que je dis, si Valentina n'est plus là, même Barber, honnêtement, je vois Manon prendre cette ceinture. Je pense que voilà, Manon, elle le sait. On a redémarré l'entraînement. Vous avez des news de l'UFC ? Non. Pour le moment, tu sais, ils ont vraiment pas mal coupé. J'en avais eu avant la fin de l'année pour dire qu'avril make sense. Mais pour l'instant, j'en ai pas. Je pense ce que je disais à Axel ce matin, qui m'a posé la même question, comme ça je te réponds d'une pierre deux coups. Oui, j'allais te le demander aussi. Je pense que demain, c'est la première réunion des matchmakers depuis le 2026. Et surtout, à mon avis, ils ont breaké au moins 2 semaines. Parce c'est des mecs quand même qui
prennent jamais de vacances, tu vois. Il y avait des UFC quasiment toutes les semaines. Donc c'est hyper difficile. Ils prennent une semaine c'est- par-ci, une semaine Là, par ça là. faisait combien d'années qu'ils n'avaient pas eu C'est 6 ça. semaines Là, je pense que Ouais. globalement, ils ont pris 2 ou 3 semaines ensemble, collégialement, et qu'on aura des news cette semaine ou celle d'après. Dana White a dû dépenser quelques millions de dollars au baccarat, tranquillement, pendant ses vacances. T'as vu qu'il a une très belle collection de sneakers aussi. C'est vrai. Ouais, très très belle collection de Il faudra que vous sneakers. partagiez un peu cette. Que tu ailles chez Dana. Tu as eu sa maison à Dana? C'est un délire. Tu te perds. C'est un labyrinthe. Bah, après, tu sais, 10% des parts de cette boîte, je sais pas comment. En fait, là en ce moment, tu as vu, il a dit lui-même à Trump, je crois qu'il a dit quoi? Ça vaut 23 milliards. 23 milliards. Ouais. Donc 23 billions, pour parler entre billions et milliards. Donc lui, il a 10% de ça. Ouais. Donc bien sûr qu'on lui fait des dettes au casino. C'est-à-dire que le mec pèse 2,3 billions. Mais je rigole pas, c'est des soirées, il y a eu des reportages et tout aux États-Unis ils jouent des fois des millions de dollars Ouais. en un soir. Mais t'as à vu une que table. globalement, moi, quand j'avais entendu qu'il était criblé de dettes là sur son reportage Netflix qui va sortir et tout, je m'y suis intéressé. En fait, il équilibre à la fin de l'année souvent, tu vois. Mais oui, je crois gagne, qu'il y a il des perd, endroits où il doit quand même voilà. quelques thunes. Mais il gagne, il perd. Après, je te dis, quand les Fertitta, le plus beau cadeau qu'ils lui ont fait, c'est de lui laisser des parts de Et l'entreprise. puis on quoi. rappelle d'ailleurs, parce que les relations qu'il a avec les casinos sont forcément très fortes, puisque les Fertitta, c'est des gérants de casinos à Las Vegas. Donc ça. tout ce petit monde se connaît très fort. Et Dana, Donc, Dana à Vegas, c'est pas le maire, mais on n'est pas loin. Enfin, tu Oui. vois, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrées. donc effectivement. Donc on va en savoir plus. Donc pour l'instant, rien pour Non, Axel. rien mais pour- on en parle. Le Krusty sera sur Jab Life, on en parlera. Je pense la semaine prochaine, on aura des Tout news. à l'heure, on a parlé de cet événement. Londres, ça te dirait pour Axel? Mais Ce serait cool, non? à mon avis, on s'y dirige tout droit. Ouais, ce Ouais. serait bien. Ouais. Europe. Moi, tu ça me vois, va très bien. T'as quelque chose à. Ouais, Ouais. c'est pas loin. On pourra aller voir tout ça. C'est fin mars, je crois, ou mi-mars, je sais pas. 21. 21 mars. Ok. Et la dernière, les bantamweight, moins de 61 féminines. La championne, c'est Kayla Harrison, qui a pris la ceinture l'année dernière, qui la défend donc contre Amanda Nunes, la reine qui est de retour. Ce sera sur le premier pay-per-view de l'année, ce 24 janvier, en co-main event de Geji contre Pimblet. Qui est championne fin de... Alors, c'était la plus simple, parce que pour moi, il y avait que 3 noms possibles. Tu vois, parce que derrière, même quand tu arrives sur Norma Dumont, je vois pas Norma Dumont battre ni Nunes ni Harrison. Donc, pour moi, je l'ai trouvé assez simple à Tu dire. sais quoi, Harrison, Pena, Harrison, Tchechenko et Nunes. Ouais. C'est les 3 seuls noms qui me sont venus en tête. En fait, il faut analyser les match-up. Je pense T'as qui alors en fin d'année? que si c'est Nunes, Tchechenko peut la battre. Ouais. Si c'est Harrison, elle peut pas. Ok. Voilà. Parce que plus. Parce que oui, sur la défense de lutte, c'est un style sur la lutte. Et c'est puis, trop fort. en plus, c'est quand même une. Ouais. Elle vient des 78 kilos, je crois, en C'est ça. judo, hein, Harrison. Donc c'est Autant physiquement, à c'est compliqué. Nunes, ça peut passer. Oui, Surtout d'autant que pour c'est passé la trilogie, deuxième surtout que, fois. À mon avis, c'est déjà passé. Oui, ça Autant aurait dû à... passer. Et d'un autre côté, Nunes qui est plus costaud, même si j'ai un peu peur. Quand je vois le camp, que je vois qu'elle s'est entraînée avec sa femme, enfin la mère de sa fille, de son fils, pardon, Larissa Pacheco, et ça me paraît un peu léger, le camp. Le camp de Nunes me paraît léger. Donc tu la vois pas battre Harrison. Donc t'as Harrison championne fin ouais, 2026. Ouais. Ok. Ouais. La J'ai un peu peur que la magie s'arrête. moi. La ceinture, elle la garde toute Mm. l'année, selon toi. Ok. Mm. Moi, ma championne, c'est Valentina Shevchenko. Tu la vois battre Harrison, toi? Non. Tu la vois battre Nunes? Mon scénario, c'est Nunes Toi, qui tu bat penses que Harrison. Nunes... C'est Ouais. possible, hein? Nunes bat Harrison. Mais et Harrison, Shevchenko bat Nunes. Harrison, je trouve vraiment que c'est une bosseuse. C'est-à-dire que, tu vois, alors souvent, c'est les jeunes combattants qui font d'énormes progrès en peu de temps, mais quand même, je trouve une évolution, moi, de Kayla Harrison. Ah, elle est intéressante. Même sur le ground and pound, c'est-à-dire qu'avant, elle avait des positions au sol, mais elle n'était pas dangereuse. Là, je trouve qu'elle frappe fort en ground and pound, Mais que son pied-point se bonifie, même si tout est relatif. Hein. En fait, Mais- on a quand même une énorme inconnue. C'est que tu sais pas quelle Nunes t'as. Si c'est la Nunes, la meilleure version qu'on a vue de Nunes, Elle a fait le camp dans son équipe à elle. la meilleure version de Nunes, elle bat Harrison. Oui. Aldric. Mais il s'est passé du temps. Mais je suis d'accord. Le Quelle le Nunes camp tu est vois pas fou. Alors même si Pacheco c'est un nom parce qu'elle a battu Harrison, Mm. c'est pas fou en sparring. On rappelle quand même que Larissa Pacheco, elle a été release de l'UFC à 57 kilos quand même, tu vois. Donc à la limite, j'aurais vu un camp avec une grosse judokate, tu vois, une fille que tu vas chercher du circuit judo qui vient, j'aurais été plus sérieux parce qu'elle a des ronds quand même, tu vois, Nunes. Ah bah oui, elle a des ronds. Moi, c'est le camp, je le trouve un peu timide. Ok. Ah, moi, je la vois. J'ai un peu peur. Je la vois De là-bas. toute façon, réponse le 24, hein, ça va aller vite. Et hein. j'espère que je la batte parce que je t'ai dit, c'est mon scénario de film que je te parle depuis des mois. Je veux que le dernier combat Nunes-Shevchenko et que ce soit le dernier combat des deux. Que les deux posent les gants. Alex à a la fin. décidé qu'elles arrêtent toutes Mais les deux. c'est l'autre truc où j'aurais pu faire ma grosse cote que j'ai fait en welter.
C'est-à-dire qu'il y a aussi un monde où cette ceinture bantam, elle est vacante. Ouais, parce que Tchechenko arrête, ouais. Parce que Nunes et Shevchenko, peu Arrête, importe ouais. qui gagne ce combat-là, si c'est celui-là, les deux arrêtent ou machin, et que la ceinture, elle est... Bah, si Nunes. Tu sais qu'il y a même un monde où cette ceinture, elle disparaît en fin d'année. Bon, je pense pas, parce que mine de rien, il y a des filles qui arrivent là. J'espère pas, mais il y a un monde où ça peut exister. Mhm. Si l'UFC se dit d'un coup, ok, non plus, vas-y, c'est bon, il y a plus Nunes, il y a plus Shevchenko, Harrison elle aussi décide, parce qu'Harrison, avec sa carrière en judo, pareil, tu vois, elle est pas toute jeune. Bah tiens, Non, mais je pense qu'Harrison, elle va continuer. Avec, Tiens, en fait- avec tous les efforts qu'elle fait, moi, je la vois continuer au moins 2-3 ans, Harrison. en fait, tu vois, ils se disent, on n'a plus de stars, ceinture. Moi, je pense qu'Harrison, même si elle prend une déconvenue, reste. Parce que elle fait des efforts, mais il faut rentabiliser tous ces efforts. Tu vois, Faut prendre financièrement. faut prendre quelques billets. elle a pas d'être. Tu vois, pour le moment, je pense qu'elle va rester. Après, Oui, et puis elle peut même, tu vois, dans mon scénario où c'est Shevchenko, elle peut même, qui aurait battu Nunes, elle peut même, l'UFC peut même se laisser convaincre, et même Shevchenko, de dire, oh, bah, maintenant on fait Shevchenko-Harrison, parce que c'est fun. mais même Nunes, si Nunes, elle bat Harrison, ou c'est serré et éventuellement il y a une revanche, qu'est-ce qu'elle va faire? Tu crois vraiment qu'elle va aller affronter Raquel Pennington non. ou Juliana Peña? Non, Nunes, c'est Nunes, il n'y a que Valentina qui peut la faire c'est rester. un one ou two shot, Ouais. Nunes. Ouais. C'est Harrison et Shevchenko, ou Harrison seulement. Enfin, tu vois, je vois pas d'autre chose, en fait, dans ça. Et tu Donc, vois, si elle le peut combat est l'abandonner. serré, tu peux avoir une revanche. Et Mais c'est même pas sûr. Et moi, le scénar où Shevchenko, elle a battu Nunes pour la ceinture double champ, elle a enfin sa victoire sur Nunes, qui, pour beaucoup, lui a volé la 2. Qu'est-ce que t'as à faire, Shevchenko? Tu vois, Ouais, t'as ça a raison. beau être une artiste martiale, comme elle le dit, et qu'elle vit pour le combat, Shevchenko, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi de ta carrière? C'est bon, c'est fini, t'as fini le jeu. T'as battu Nunes. On verra, mais déjà, si elle monte, bah écoute, ça nous laissera une porte de sortie. On verra comment on peut travailler. Bon, et vous pourrez nous ressortir tout ça dans 11 mois et demi pour réaliser à quel point Peut-être on a que- été à côté de la Peut-être plaque que, vous sur toutes les appellerez, KT. peut-être que vous appellerez Alexandre Abinet le prophète. nous le Si savons. c'est vacant en welter, prophète absolu. Mais à mon avis, on va se planter sur beaucoup de KT, Aldric. On va passer à la preview Ares et preview Hexagone, qui sont les deux gros événements le même soir. Je vais en dire un truc parce que ça, j'aime pas que ce soit le même soir. C'est deux belles cartes et j'aurais bien aimé avoir un vendredi et un samedi. Mais bon, c'est les choix de chaque orga. Aujourd'hui, il y a 2 orgas françaises. Je parle pas du PFL quand Non. ils viennent ou de l'UFC. Il y a deux 2 orgas orgas françaises françaises majeures avec des petits qui poussent autour. Hein. Attention, il y a Striker qui fait des trucs intéressants. Il y a plein de trucs. Hein. Duel. Duel. Mais il y a 2 orgas françaises majeures. Putain, les deux le même soir, les Ouais. gars. Vraiment. Et sur deux belles cartes. Vraiment. Deux belles cartes. Donc ça moi, je suis déçu. Je suis déçu de ça Après, parce que on regardera en replay. nous, on sera à l'Ares, c'est à Nice, c'est au Palais Nicaïa, donc on sera dans le truc. Mais tu sais très bien, je vais être devant les combats à l'Ares et je vais avoir mon petit portable avec mes combats. Ah, moi, je d'hexagone. pourrais pas. Parce Parce que que, j'en ai je quand même sais, 3 à coacher dans Toi, la soirée. t'as un peu de coaching à faire, un peu de boulot. Donc, je pourrais pas, mais je le regarderai après. Mais nous, on y sera avec Nico, d'ailleurs, qu'on vous a présenté tout à l'heure. Mais ouais, enfin, tu vois, on va en parler, mais Ulrich Sipra, je veux le voir. Hein. Tu vois, je veux le voir Non, en mais direct. Oui, Donc, oui les cartes sont très belles, vraiment. Alors, mais avant ça, j'avais une info à UFC qu'on a vu passer pendant que j'étais en Colombie, sur laquelle je voulais te faire rebondir parce que je t'ai pas pu te faire rebondir dessus puisqu'on n'a pas eu d'émission. C'est quand même la non-prolongation de contrat Ouais. de Rinat Fakhretdinov, qui était à 6-0-1 à l'UFC. Donc c'est un bilan plus que positif et qui n'a pas été prolongé. Enfin, à la Alors, fin de son contrat là, on lui a dit Attends, c'est bon, il c'est faut quand terminé. même de la data parce que là, je te réponds, mais on peut pas répondre avec précision. Le seul qui peut répondre, c'est le manager de Rinat. Je vais donner des sommes un peu comme ça parle à tout le monde et ça donne un peu des insights. 6e combat à l'UFC, ça veut dire potentiellement la négociation du 3e contrat. Oui, 7e, puisqu'il y avait 6-0 Non, mais avec tu vois, un match. en général, ouais. un mec comme Rinat qui a fait en plus que des victoires, à mon avis, à son 3e combat, il a dû signer, ou son 2e, il a dû signer le 2e Oui, contrat. donc t'as fait 3 sur le premier, plus les T'as 4. compris. Donc t'arrives à la fin de ton T'arrives à ton 3e. Le 3e, c'est important. C'est-à-dire que le 3e, surtout que quand tu es que sur de la win, c'est des contrats. Je vais donner un intervalle vraiment très, très, très global, mais qui colle. Hein. C'est des contrats entre 60, 80 et qui montent jusqu'à 150 ou le flat à 300, tu vois. Donc là, on est sur un contrat majeur. On est sur un contrat qui peut également être concurrencé. On sait que le PFL aujourd'hui aime bien aller à Riyad, aime bien aller dans ces pays d'Orient, à Abu Dhabi, et donc ils sont friands de fighters. Dubaï aussi. Oui, Dubaï, l'Arabie Saoudite, et même, tu sais pas les projets qu'ils ont sur la suite. Peut-être qu'ils vont essayer d'arriver en Europe de l'Est, on sait pas. Mais aujourd'hui, le PFL est capable de mettre de l'argent aussi sur ces gens-là. Parce que c'est un Walter excitant, qui a tout gagné à l'UFC. Donc, oui, il arrive, c'est tout de suite un nom. est-ce que c'est l'UFC qui s'en sépare?
Parce que tu vois, on a Ouais, ou le manager a une meilleure proposition à côté. ou est-ce que, je te dis une connerie, t'as le PFL qui arrive et qui dit, bah ok, bah 200, Rinat, et l'UFC n'a tout simplement pas voulu s'aligner parce que eux, pour lui, c'était 80. C'est ça, en fait, là. Moi, je pense pas, en tout cas, que l'UFC ait dit, bon, on renouvellera pas, merci, au revoir, parce qu'en plus, c'est un garçon qui est... moi, je l'ai croisé sur les Fight Week. À lui, on n'a rien à lui reprocher. C'est-à-dire qu'il crie pas, il engueule personne, il met la pression à personne. Tu vois, c'est un garçon et une équipe très discrète. Je pense pas qu'il y ait de casserole extérieure à la cage. Non, mais après, moi, ma version des faits, et encore une fois, elle n'appartient qu'à moi, j'ai pas d'inside là-dessus, je ne connais pas le manager, je sais même pas qui c'est le manager de Rinat, si tu veux savoir. C'est pas que l'UFC a laisse comme ça. Je pense que l'UFC avait une propos en tête, négociable, parce que s'ils avaient 60, bah, tu peux négocier à 80, s'ils avaient 80, tu peux peut-être négocier à 100, mais que peut-être que la somme qui a été demandée en face a été refusée après concertation. J'aurais pas la réponse, hein, mais j'en suis pas sûr. Je pense que de plus en plus, c'est tout ce qu'on parlait en fin d'année, Aldric. L'arrivée de Paramount, qui va privilégier certains marchés, pour l'instant États-Unis. Oui, Brésil. mais quoi qu'ils arrivent, Alex, ils ont quand même, avec le Riyadh Hotel Season, ils ont un marché non, là-bas ils ont aussi quand un même. marché, mais il y a Paramount, c'est quoi? C'est du cinéma. Oui. C'est du spectacle qu'ils veulent. C'est des mecs ils ont pas mis 7 milliards 7 non, mais pour je suis voir d'accord des avec Russes toi d'un faire côté, du grappling pendant... Mais Rinat, tu fais pas de grappling. Non, je suis là, mais je te parlais pas de l'exemple Tu de vois Rinat. Mais je pense que sur les profils des mecs, va y avoir des choix même si un peu plus tranchés Ouais, ces c'est prochains mois que ce qu'on a vu dernièrement. moi, je pense que c'est une négo. Moi, je pense que... Et de toute façon, la réponse, elle va être très simple. Martin Budet, on s'était pas trompé. Moi, je pensais au PFL, et il s'est avéré qu'au final, c'était l'Octagone qui avait mis des sous pour faire leur poids lourd. Mais c'était une question d'oseille. Oui, là, c'était une question d'oseille. Mais il y a le côté même... Parce qu'en plus, il est américain, ça, Martin tu m'en Budet. avais parlé. Générer des revenus. La Russie, ça génère pas de revenus. Ça, c'est vrai. Ça ne génère pas de revenus. Ça, c'est vrai, mais là, donc, on parle est-ce pas... que tu peux te permettre d'avoir des rosters, en fait, avec trop de combattants de là-bas, sachant que maintenant, tu veux générer des revenus. C'est ton but, c'est un business. Moi, je pense vraiment que... Je vais parler un peu vulgairement, mais je pense que 100 000, ils pouvaient les mettre. Un truc que tu viens de vendre 7 milliards 7, où tu as dit que ça valait 23 milliards. Toutes les paroles de ces mecs aujourd'hui, l'implication dans le groupe TKO te montre que c'était déjà plus un business qu'un sport. Tu connais ma phrase? Un business associé à un sport et pas l'inverse. Ça va l'être de plus en plus. Ils construisent un après, moi, je business. pense que pour faire un contrat à un mec en lui donnant 100 000 plus 100 000, ils s'en foutent. Ça Mais- reste un mec excitant dans le Mais rooster, la qui a battu... valeur sportive, en fait, ils s'en foutent. Moi, je pense, et tu verras, de toute façon, on va le savoir très vite, si on découvre, et en général, tout se sait dans ce milieu, qu'il a signé un contrat avec le PFL, ou peut-être quelqu'un d'autre qu'on n'a pas vu venir, hein. Regarde, l'Octagone, on n'avait pas vu. Hein. Mais je pense que là, par contre, en Walter, je pense que c'est le PFL. Parce que, Non, mais il y a... et qu'il a signé un flat à 2 ou 2,50, bah t'as compris pourquoi. Soit c'est ça, soit c'est, je te dis, des choix un peu plus actés de l'UFC. Qui me gênerait un peu plus. Et d'ailleurs, Moi, si derrière, ils ont Rilez sans négo, juste parce qu'il est russe, ça me gênerait un petit peu plus. En fait, c'est ça que je sous-entends. C'est que moi, j'ai vraiment peur que ce soit ça. Que ce soit De ça. toute façon, on va le savoir. Et qu'on soit vraiment rentré dans une ère où il n'y a plus que le revenu qui compte. Donc, c'est le spectacle. Donc, c'est aussi certains marchés. Moi, j'y Donc, crois pas, mais on va... Ce qui peut... d'ici une semaine, 10 jours, on va savoir. Soit dit en passant, ce qui peut à un moment aider aussi d'autres marchés comme le nôtre. Tu vois, parce que Oui. les marchés européens comme Grande-Bretagne, France, on est des plus gros consommateurs, même si la France, il y a des nuances à faire là-dessus, que d'autres marchés. Moi, mon esprit là-dessus, Si les revenus sont plus forts chez nous, ça peut nous aider. Pense que c'est une question d'oseille et que c'est parce qu'il a eu une meilleure propos du PFL, par exemple. Et pour finir la réflexion là-dessus, et on passe à nos previews, mais deux phrases, c'est marrant parce que c'est des... Islam, tu vas me citer? Islam et Ouais. Rabib. Ouais. Deux frères qui sont... Enfin, tu vois, quand je dis deux frères, pas frères de sang, mais frères d'armes, très Qui ont très proches, critiqué l'UFC, ouais. qui critiquent l'UFC, mais qui ont quand même deux approches différentes. La phrase d'Islam, on la cite, ça m'a surpris, donc ouvrez les guillemets, Rinat est un bon combattant avec des bons skills, mais l'UFC a besoin de combattants qui peuvent vendre et qui rapportent de l'argent. Rinat, lui, il se contente juste d'entrer dans la cage et de gagner. J'ai même dit aux gars de notre salle que désormais l'UFC n'a plus besoin de types qui battent tout le monde en restant discrets. Apprenez l'anglais, apprenez à vous vendre, apprenez à être intéressant. Les Américains kiffent la lutte et la WWE, groupe TKO. On comprend ce qui s'y passe, comment tout fonctionne, ils aiment le spectacle, et il faut simplement apprendre à offrir un show au public. Et Rabib, et tu réagis sur les deux après si tu veux, qui lui dit c'est du business, je comprends, mais au final, t'as l'impression que Rabib a moins compris qu'Islam, ce qui est en train de se passer. Regarde, 2 points, ouvrez les guillemets, c'est du business, je le comprends, mais au final, c'est du sport. Tu vas dans la cage en 1 contre 1 et tu dois voir qui est le meilleur du monde. Dans ma salle, il y a 500 amateurs dagestanais, ils veulent tous être comme moi, être champions, dominer le monde. Comment vous pouvez les arrêter? Tous ces Magomedov, Nurmagomedov, ils arrivent à l'UFC, ils dominent tout. Mais nous avons vu des combattants invaincus qui, une fois leur contrat terminé, ne sont pas prolongés et je n'aime pas ça. C'est pas qu'il a... T'as l'impression qu'Islam est plus non, réaliste. Je pense que non, Islam il est champion, donc il peut pas se permettre de critiquer la boîte comme ça.
Ouais, de mettre moi, je le te dis même la tacle. vérité, c'est uniquement ça. Je pense que les deux ont très très bien compris, ils ont exactement la même vision. Là, Et, il est... et sauf que Islam, tu en as Islam, un il qui est est en... champion et qui est un peu, qui édulcore un peu ses propos, et t'as Khabib qui rentre dedans. Et là, je vais t'étonner. Pour moi, je suis plus d'avis Khabib. C'est-à-dire que moi, j'aime pas ça non plus. Oui, non, C'est-à-dire mais que moi, je suis d'accord que là-dessus, j'aime pas ça. Mais j'espère vraiment de tout mon cœur que c'est une négo, qu'ils se sont pas alignés et que c'est pas ça. en fait, c'est ça que je voulais dire. C'est que je suis d'accord avec Rabi. J'aimerais que ce soit ça. Mais je pense qu'Islam a raison. J'espère me tromper, Je moi. pense Moi, j'y crois pas. on passe dans une ère beaucoup plus WWE. Moi, j'espère vraiment tu que vois. c'est parce qu'il a demandé trop. Le manager a demandé trop d'argent et qu'ils n'ont pas voulu s'aligner. Et moi, je suis. Si, à tous les Français qui nous écoutent, combattants français qui ont du potentiel, qui peuvent dans les années à venir aller à l'UFC, les phrases d'Islam, là, apprenez l'anglais, apprenez à faire le show, Non, mais ça, c'est apprenez à dire des trucs. Tu sais, on en avait même parlé avec Axel après son discours à l'UFC, pareil. C'est devenu hyper important. Les gars, surtout ne zappez pas ces côtés-là. Parce que entre un mec qui aura ça et un mec qui a le même niveau sportif, mais qui l'a pas, je sais très bien qui l'UFC choisira dans le futur. C'est évident. Il y a des choix quand même bizarres aussi, j'avais noté, je sais pas si tu as vu que MVP, qui dit que ça fait des mois qu'il n'a pas de nouvelles, qu'on lui donne pas de fight, il dit même donnez-en moins en welter s'il faut. Il y a des choix en ce moment un peu. Quand les mecs font des money fights et travaillent avec des flats importants, je pense vraiment que l'UFC, ils mettent du temps. Ouais, tranquille. Tranquille. Ou alors tu proposes un truc qui n'a aucun sens, comme on sait qu'ils ont déjà fait. C'est ça. Ce qui est possible, hein, ça arrive. Et t'as vu dans les news quand même que Dana White, il va témoigner devant un jury pour le nouveau procès antitrust, parce qu'ils auraient caché des preuves dans leur téléphone, effacé des preuves. Il y a lui qui témoigne et je sais plus qui témoigne avec lui. Et Tracy Long, qui est quelqu'un qui est aussi dans la. Qui est toujours dans le. Moi, je sais pas c'est quoi son rôle exactement. Il s'occupe des contrats et. Okay. Bah, ils sont plus ou moins accusés. Donc c'est le Dana White, le téléphone de Dana White. Il y a des datas qui manquent pour un total de 7 années et demie sur les 10 années et demie concernées par la période de la plainte. T'as compris. Il y a eu quelques messages qui ont été effacés, je crois, Aldric. Supprimé pour tous. Voilà, on a fini avec l'UFC. De toute façon, on vous en reparlera très vite, puisque je l'ai dit, le retour, c'est le 24 janvier avec cette UFC 324. Pas de bêtises, c'est ça. Et Geji Pimblet et Harrison Nunes. On viendra très vite avec la preview de tout ça. Preview d'abord d'Ares. Et on commence donc par l'Ares. On est à Nice. Aldric, c'est au Palais Nicaea pour la deuxième fois. C'était déjà en janvier dernier qu'ils étaient venus, Ares, et ils reviennent. À l'époque, c'était Axel Sola en main event. Un autre Niçois sera en main event aujourd'hui avec Virgil Hogan contre Enrique Shigemoto. C'est le 2. On rappelle que ça avait déjà eu un combat entre les deux. C'était le 15 décembre 2023 à Levallois, qui devait être un main event pour le titre. Mais Shigemoto, le Brésilien, avait raté la pesée. Donc ça s'était transformé en co-main. C'est le troisième combat en partant de la fin. Il y avait eu Axel et Riz Lenswak. Exactement. Axel Sola contre Tourpal. Yunusov pour la ceinture vacante des lightweight à l'époque. Mais victoire décision unanime de Virgil, qui avait pris même le bonus Performance of the Night ce soir-là. Parce que c'était un combat qui domine Virgil, mais qui n'est pas facile. Où il prend aussi des coups. C'était un très bon combat quand tu le revois. C'était un combat qui était serré et qui était intéressant. Maintenant, moi j'avais accepté, mais j'avais beaucoup réfléchi avant. Parce que Virgil était extrêmement contrarié, il y avait toute sa famille qui était montée, il est passé de main event à dernier combat de la main card, tu vois, avant le co-main de la ceinture. Ouais, plus la ceinture en jeu, alors que c'était sa chance. Il était vraiment contrarié. On rappelle qu'il a dû attendre le combat d'après, c'était contre Gutu, je crois, pour prendre la ceinture. J'avais accepté, mais je savais qu'il ne serait pas à 100%, qu'il serait énervé. Néanmoins, ça a suffi. Et non, c'est intéressant parce que voilà, pareil, les revanches, même si là, c'est pas des revanches à 3 mois, il s'est passé du temps entre, mais très, très belle équipe aussi, Nelson Carvalho chez Shigemoto. Nous, en tout cas, on a préparé ça à 100%. Vraiment, en termes d'investissement, et on attend ça avec impatience. C'est l'équipe de Fight Move Academy, hein, c'est à Neuchâtel en Suisse, et il y a très grosse équipe. Volcan, Moreno Cassaport qui est sur la carte aussi. Il y a Paulin aussi qui va souvent. Ouais, Robert Valentin. Non, c'est une très grosse équipe. Grosse équipe aussi. En fait, c'était il y a un peu plus de 2 ans, puisque c'était décembre 2023, donc on sera à 2 ans et 1 mois. Comment tu vois l'évolution de Virgil ? C'est intéressant de t'interroger là-dessus, entre le Virgil de décembre 2023 et le Virgil que tu as aujourd'hui entre les mains. Le combattant a énormément évolué à tes yeux ? C'est un bosseur, Virgil. C'est-à-dire que là, tu sais, il faut pas confondre. Oui, il y a une saison blanche, entre guillemets, en termes de combat, mais il s'est entraîné. 0 combat en 2025. Hein. Mais il s'est entraîné. Ouais. C'est-à-dire que, crois-moi, alors oui, il y a eu des petits bobos à soigner, des blessures, mais à l'entraînement, il y était. Tu sais, l'après-midi, moi, je mets souvent en place des drills avec mes gars. C'est-à-dire que le matin, c'est entraînement collectif.
Et l'après-midi, ça drill, on travaille sur des techniques, on répète. Et c'est pas. Moi, j'aime beaucoup ça, mais tu as beaucoup de fighters pro qui sont pas fans. Parce qu'en fait, tu répètes la même technique pendant 20, 30 minutes. Et au final, sur un entraînement qui va durer 80 minutes, bah, tu auras vu 2 ou 3 techniques, tu vois. Et Virgile, c'est un bosseur. C'est-à-dire que les drills de pied-point, il les fait. Les drills de lutte, il les fait. Les drills de sol, il les fait. Il rechigne pas. C'est un très gros bosseur. Donc là, c'est pas pour m'enlever de la pression que je dis que oui, Nelson Carvalho, c'est un grand entraîneur. Je pense que ce qu'on fait au Boxing Squad n'est pas mauvais non plus. Mais là, c'est une revanche à 2 ans. Donc en fait, c'est plus une revanche qui va se jouer sur les progrès des deux et l'investissement qu'ils ont mis tous les deux à l'entraînement que sur mon game plan ou celui de Nelson. C'est mon avis. Je suppose qu'il y a chez Virgile, toi qui as préparé ce combat avec lui, une envie aussi de finir, puisque la première était sur décision, il a de se dire, je veux montrer mon évolution en essayant de faire mieux. Il a l'envie de finir, il a l'envie d'évoluer. Il a goûté à une Fight Week. Virgile, il a fait une Fight Week UFC sans être à l'UFC. C'est qu'il a fait celle d'Axel. Ils sont toujours ensemble. Donc, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Il a envie lui aussi d'accéder au niveau supérieur. Et voilà, moi, en tout cas, je vais l'amener à 100%. Il est même en avance sur le poids au moment où on se parle. On est lundi. Donc, hâte de l'emmener vers ce final step, on va dire un peu. Tu ne seras pas le seul, tu en auras 3. Donc, comme tu disais tout à l'heure sur cette carte, on va parler aussi des autres. Et ce côté pression, tu crois que ça... Toi qui connais aussi bien Virgile, tu crois que ça joue quand même beaucoup Il le sait que Alex, dans les mois à venir, doit y avoir les Dana White. Quand tu es au port de l'UFC, tu as toujours la pression. Voilà. Tu peux pas te louper. Voilà. Quel que soit l'adversaire. Plus tu es chez toi, à Nice, main event. On sait la passerelle Ares-UFC, ces derniers mois, elle a beaucoup marché. Ouais, il y a un chemin là. Il y a un chemin, mais il faut pas te louper. Quel que soit le truc, à 8-0, faut jamais te louper. Tu vois, donc honnêtement, que ce soit, je vais utiliser le terme qu'il utilise, même si en face c'était un plombier, ce qui est loin d'être le cas, quand tu es à 8-0, tu as la voix qui tremble. Hein. Donc, non, tous les combats, quand tu arrives et même, je veux dire, en fait, la pression, elle est toute ta vie. Parce que quand tu es au port de l'UFC, tu trembles. Quand tu arrives à l'UFC, tu trembles. Quand tu veux gravir les échelons de l'UFC, tu trembles. La ceinture, tu trembles. Donc, au final, je vais te dire quelque chose. Il a la pression. Si sa carrière, il veut qu'elle dure 7, 8 ou 10 ans, il aura la pression pendant 7, 8 ou 10 ans. Il faut qu'il joue avec. Jusqu'à présent, et on en a eu des beaux défis déjà avec Virgile. Hein. Il a toujours été, en tout cas, parce que là, on parle d'Enrique, qui est un très, très grand combattant, qui a fait le Dana White Contender. Mais pour moi, le plus gros test, c'était Mantas. Tu as vu ce qu'il a fait au Dana White. Il vient d'arriver à l'UFC. Oui. Qui frappe comme une mule. Et c'était ça, le plus gros test. Néanmoins, c'est un très gros test. Et surtout, j'ai envie de Virgile montre ses progrès parce qu'il en a fait partout. Et là, honnêtement, c'est pas dans un secteur en particulier, c'est partout. Et toi, dans ton étude de l'adversaire, ce que tu as vu de l'évolution de Shigemoto, t'en penses quoi ? Non, je pense que c'est, malgré qu'il soit un peu plus âgé que Virgile et que c'est pas qu'il est sur la fin de sa carrière, pas du tout, mais il a échoué à cette étape du Dana White Contender Series, ça reste un mec qui s'entraîne dur. Moi, j'ai beaucoup de respect et de considération pour lui parce que c'est pas un mec qui a fait un nom de UFC ou Dana White Contender Series vétéran et qui vient prendre un billet. Oui. Très loin de là. Il vient gagner, le gars. Ouais, qui derrière, j'étais en roue libre parce qu'il est tranquille. Ouais. Là, le mec vient gagner. Il vient pour remettre les pendules à l'heure comme un combattant qui a de l'ego et qui veut prendre sa revanche. Donc il va être dangereux. Shigemoto, il va être très dangereux vendredi soir. Et tu parlais de Mantas, mais oui, c'est la difficulté de vos métiers là. Mais Virgile qui a battu Mantas a depuis vu Mantas signer à l'UFC, alors que c'est son rêve à Virgile. Je te dis, j'ai pas de regret, on pouvait pas. C'est très frustrant. À cette époque-là, il était vraiment blessé, on pouvait pas le faire. Il se blesse au pire moment l'an dernier, juste avant sa défense de début juillet à Nantes et le début des Contender Series où il aurait pu avoir une place. Donc il y avait des shots à 84, on pouvait pas les prendre, donc point. Il n'y a aucun regret. Pire moment possible pour se blesser, clairement. Donc voilà, Virgile, le main event samedi au Palais Nicaïa. Vendredi. Vendredi. C'est vendredi, les deux. Ares et Hexagone sont vendredi. Vendredi, donc au Palais Nicaïa. Nice, il reste des places, hein, donc n'hésitez pas si vous êtes dans la région, ceux qui nous écoutent. Ouais, parce qu'en plus, Virgile Shigemoto, c'est magnifique, mais la carte est très belle. Ouais. Et moi, c'est la première fois que je vais aller au Palais Nicaïa en tant que nouveau Dissois. Je ne connais pas. Donc je vais découvrir cette salle, Aldric. Le co-main event, c'est aussi une ceinture. Ouais. C'est le Suisse Moreno Cassaport dont je parlais, qui est aussi chez Fight Move Academy. Champion des lourds depuis qu'il a mis son KO, bien sûr, à Boubacar Batili Boulox, à qui on passe le bonjour, c'était en septembre. Et il affronte Xavier Lesou, champion intérimaire, qui avait battu pour ça Powell Biernat, c'était en janvier 2025, à Nice déjà. C'était le premier événement AS à Nice, avec cette soumission au round 2. Beaucoup attendaient Boulox contre Lesou, combat franco-français. Il s'était chauffé sur les réseaux. Malheureusement, Cassaport a fait le travail. Il a pris cette victoire contre AB. Comment tu vois ce combat-là ? Pareil, Cassaport, il a un profil avec un peu de besoin de renouvellement chez les lourds à l'UFC.
Mais on est dans le même cas de figure. Ouais, s'il confirme, il a un profil à ce qu'il y ait une passerelle possible dans les mois à venir. Écoute, 33 ans, 1m95, on est dans les standards quand même physiques intéressants. Il a battu Benjamin Seik, qui est quand même pas une sommité, mais quelqu'un de connu dans le milieu. Il est champion de plusieurs organisations, dont l'ARES. Il finit ses combats, parce que là, on est sur les 3 derniers combats, on est sur 3 victoires, round 1 et round 2 juste pour Aboubacar. Moi, je pense que là, il gagne, il signe aussi. Non, je pense qu'il y a un vrai passerelle, Ouais. vraiment. Et il a... Je sais pas s'il monte très haut à l'UFC, mais ils ont besoin de lourd, ils ont besoin de poids lourd. Surtout avec s'il gagne, il fait 13-3. 4 victoires s'il finit par exemple, c'est quasiment sûr qu'il signe, vraiment. Mais c'est pas fait non plus parce que Xavier Le Sou c'est un client. Le Sou il a pas le record pour signer tout de suite parce qu'il a 5-2, bien que en poids lourd. Ça se signe. Poids lourd, ça se signe clairement. Mais moi je connais pas son âge à Xavier Le Sou, mais je pense qu'il doit pas être très vieux. Par contre, on voit vraiment de très très nets progrès à chaque combat. Quand je vois son combat contre moi je l'ai découvert justement contre Badr Mercouri, peu après ce combat qu'il avait perdu contre Moreno, déjà au HFC, où il se fait, je crois qu'il prend un étranglement arrière au round 2. Je l'ai découvert là. Et quand on le voit là, où il jouait quand même beaucoup de son physique et de sa puissance, et quand je vois maintenant cette boxe qui est plus posée, plus feintée, tu vois, et je trouve qu'il y avait beaucoup de progrès. Beaucoup de progrès. Et le vainqueur de ce combat, si ça signe pas, on pense notamment à Kassapor, mais pourrait affronter un autre vainqueur d'un autre combat de ce soir-là, j'ai l'impression. C'est peut-être possible. Il revient, Sofiane. Et d'abord, on parle, puisqu'on refait la carte dans l'ordre, de tes gars, Ilyes Biroun, qui sera de retour. C'est pour la première fois depuis sa défaite, on rappelle, contre Josh O'Connor, le champion des moins de 66, des featherweight, c'était en juin. Combat très frustrant pour ceux qui se souviennent du scénario, où il domine ce round 1, mais il se fait surprendre au round 2. Et c'est la nature de ce sport. Depuis, il y a Gassenj Baler, qui a pris la ceinture intérimaire, d'ailleurs, dans cette catégorie, et qui devrait affronter O'Connor dans les mois à venir. Ilyes, il est opposé pour ce combat de retour au Portugais brésilien. Donc, c'est un Brésilien, mais qui est installé au Portugal. Antonio Roberto. 14-7, c'est beaucoup passé dans les orgas brésiliennes. Il a fait un peu de jungle fight. Ouais, il a fait l'ACA. Attention, il est solide, le garçon. Il combattait encore en 2024 à l'ACA, donc c'est encore récent. Il reste sur son seul combat en 2025, c'est une défaite, un KO round 1, mais bon, ça veut rien dire. C'est un combat où Ilyes a besoin de remettre du verre et de faire repartir la machine à briques. Remettons quand même juste un peu de contexte. Son KO round 1, c'est Felipe Douglas, qui porte dignement le surnom de Boakao, quand même, tu vois. Donc, attention, c'est pas mauvais, hein. C'est un des coachs de striking de chez Pablo, Fighting Nerds. C'est pas une truffe qu'il a mis KO, vraiment. La dernière fois, j'écoutais une interview de Prates qui disait que Felipe Douglas c'était un de ses modèles, tu vois. Donc, c'est quand même, c'est pas n'importe qui l'a mis KO. Avant, effectivement, si tu regardes le combat d'avant, il a pris un mec qui avait 2 ou 3 combats. C'est pas significatif. Comme tu l'as très bien dit, il a fait l'ACA en 2021 et 2024. Ouais. Donc, ça reste un client solide avec un combat de retour pour Ilyes intéressant, mais c'est pas un plombier en face. Hein. Non, mais un bon profil pour se relancer. Ouais, c'est ça. Je pense que Ilyes a les armes pour battre un mec comme ça. Ouais. Et ça, plus globalement, mais Ilyes, il s'en est bien. La frustration de O'Connor, ça s'est géré comment derrière? Tu sais, ça fait des années qu'il est là-dedans, Ilyes. Donc, il a eu un bad trip comme tout le monde. 2 semaines, 3 semaines, 1 mois après la défaite. Après, il faut se remettre au travail. Il l'a très bien fait. Il a trouvé lui-même ses sources de motivation. Il est parti une partie du camp aux États-Unis. Et je pense qu'on va retrouver un Ilyes qui s'est retrouvé, qui est plus en accord. Et ça se digère après. Hein. C'est le sport. Hein. Ouais, et puis là, il a l'occasion de revenir à Nice, dans des conditions qui sont favorables pour lui. Donc Ilyes, ce combat de retour. Sofiane Boukichou, ton 3e sur la carte, dont je parlais tout à l'heure, parce que son 4e combat à l'ARES, il est opposé à un autre Français, Ronny Bouzy, qui fait également son 4e combat à l'ARES, où ils ont le même parcours, ils sont à 1-2 tous les deux. Alors, pas les mêmes adversaires, mais ils en ont un commun, ils ont affronté le Sou tous les deux. En fait, je te disais ça tout à l'heure parce que le gagnant de celui-là, il reste tous les deux sur une victoire, donc il serait sur une série de 2, le gagnant. Dans cette caté où il n'y a pas grand monde non plus, c'est pas que à Arès d'ailleurs, comme dans toutes les orgas, c'est des catés où
plus difficile pour trouver des gens. C'est peut-être le prochain challenger pour le titre, non? Ça dépend. Là, je pense qu'il y a le résultat et la manière. Mhm. Si tu cumules les deux et que tu fais un bon combat, tu peux revenir. Après, step by step. Déjà, un Sofiane qui puisse s'exprimer et faire parce qu'il a fait de très très bonnes choses à l'entraînement contre Ronnie Bouzy. Après, on verra. Ouais. Donc les deux, je les disais, avaient ce combat. C'est une défaite contre Xavier Le Sou. Ils restent tous les deux sur une victoire aussi, on le disait. Sofiane, c'est Kenzo Soares. La Kimura, c'était en janvier dernier à Nice. Et pour Bouzy, c'était Derek Sokudju et c'était soumission round 3. C'était en septembre, ça. Ouais. Il y a une plus grosse activité chez Bouzy. Enfin, tu vois. Ouais, après, il y a plus d'expérience. Et Sofiane, tu peux prendre il est plus dans le rythme. Ça va jouer, tu crois? Non, Non. parce que Sofiane, c'est un mec qui est dedans depuis maintenant une dizaine d'années. Et il sait ce qu'il a à faire. Je pense que voilà, aujourd'hui, il est plus en accord avec lui-même. Sofiane, il sait ce qu'il a à faire, il sait comment gagner un combat. Et je pense pas qu'il ait besoin de combattre tous les 2 ou 3 mois pour garder ça en tête. On rappelle que Sofiane, son premier combat à l'ARES, c'était pour le titre. Ouais. C'était contre Boulox, pour le titre vacant. C'était sur la carte de Sola Daguerre-Imavov en 2020. Alors attends, non. Avant, il avait déjà fait le 1 contre c'est vrai, Rug oui, le Rug. 1, mais oui, c'est vrai que t'as raison. Contre Rug. J'oublie toujours Ouais. ce 1. Ouais, c'est le premier combat de son retour à l'ARES et de son contrat sinon, actuel. il a fait l'ARES 1 à Dakar. Celui à Dakar, là, juste avant le Covid. Et tout ça. Ouais. Moi, j'y étais pas. J'étais le même soir. J'étais en Afrique du Sud où Manon prenait une ceinture aussi. À l'ECF? À l'UFC. À l'UFC? Ouais. Écoute, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Non. Monsieur Cassata. Mustafa Aida, qui revient contre l'Ukrainien Andrei Tichenko. On est en moins de 61. Alors, Aida, tu sais que j'avais même zappé, en fait, dans ma tête. Quand j'ai revu là pour préparer l'émission, Aida Aldrich, son dernier combat, c'est la défaite contre Abou Younoussov. Ouais, c'est la ceinture. C'est en novembre 2023. Après, je pense que il y a plus de 2 ans. Moi, je trouve que là, c'est raisonnable parce que on parle d'un jeune. Je sais pas exactement quel âge il a, mais il doit avoir 24. Parce qu'il n'y a pas l'âge sur Tapologie. Des fois, c'est pas renseigné. Je sais pas pour. Si toi, tu l'as son âge, mais moi, j'en déduis qu'il doit avoir 24 ou 25 ans, pas plus. Et quand tu prends quand même un KO, alors je crois que c'est pas volontaire, c'est-à-dire que il devait reprendre avant. Il a tenté de refaire des combats. Il devait prendre Youssouf Binaté ou commander avant. Oui, je sais qu'il y a eu des annulations. Il y a eu des annulations, mais concrètement, ça fait plus de 2 ans. Mais c'est bien de faire une petite pause. C'est bien. Après, quand tu prends un KO, long, hein. Je pense que ça te permet de t'entraîner différemment. Et surtout, je pense que c'est un mal pour un bien. Il y a peut-être eu, moi, en plus, avec le retour de vacances, les emménagements, les machins, j'ai pas eu le temps de me renseigner bien. Il a peut-être été blessé aussi à un moment, Mustafa. Je pense que c'est lui. Alors, je veux pas dire de bêtises. J'avais pris. Attends, je l'ai sur mes petites notes quand même. Je crois que sur les 2 annulations, il y en a une, c'est lui qui a pull out. Attends, je regarde mes petites notes en 2 secondes. Tac. Hop. Voilà. Sur ce pull out là, non, ça c'est l'événement. Donc, Younoussov. Le premier, c'est pas lui. Ensuite, il a eu quoi? Il a eu commandé. Je sais pas si tu les as, les. Des fois, c'est renseigné. Sur les 2 dernières annulations, je crois que je les ai pas vus quand j'ai préparé l'émission. Et il affronte, comme ça, le temps que tu cherches, il affronte Tichenko, qui lui est l'Ukrainien passé par le Cage Warrior, qui fait ses débuts à Arès. On l'a encore pas pu combattre dans l'orga française. Et qui, lui, a un seul combat depuis octobre 2023 aussi. Donc, on est sur 2 mecs qui n'ont pas une énorme activité. Corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble que celui de commander, c'est lui qui a pull out. Donc, tu vois, d'un autre côté, oui, pas d'activité, mais Tichenko, on n'a pas eu beaucoup plus, finalement. Son seul combat, c'est une défaite split décision en juin 2024, depuis octobre 2023. Donc, tu as aussi une bonne année et demie sans combattre. Donc, à voir ce que ça va donner, ce combat entre ces deux qui relancent la machine. Il y a un bon combat en 61 aussi. C'est le Tchétchène, Amir Aliev, 10-2, qui est passé par la série Young Eagles. C'est la version un peu pour les plus jeunes, contre le Moldave Denis Palansika. Les deux sont à 10-2 en carrière, d'ailleurs. Lui, le Moldave, il a été champion chez Eagles Fighting, mais c'est la version Moldave. C'est pas la version totale. C'est pas celle de Khabib. Non, exactement. Il a aussi une victoire au Bellator. Passé par le Bellator où il a une victoire. Les 2 débutent chez Arès. Ça peut être un combat très sympa. Ouais, puis non, il y a un très gros. Là, il y a un gros niveau de lutte d'un côté, il y a un fighter qui est complet de l'autre. Très intéressant. Mais en fait, regarde, Alex. Toute la carte est franchement très belle. Même Ahmed Amaev, je crois qu'il est titré à l'IMAF, qui fait le 2e combat. Il a sauté le combat. Ah ouais. Je viens de l'apprendre parce qu'on doit recevoir Ahmed cette semaine pour essayer de le faire découvrir dans une interview. Et en fait, le combat a sauté. Il devrait combattre sur la carte du 30 janvier, mais il n'a pas encore un adversaire. Mais le combat a sauté, c'est l'adversaire. Mais dommage parce que c'était un Brésilien invaincu de 20 ans. Ahmed, 22 ans, tu l'as rappelé. Champion du monde junior, IMAF. Il est à 3-0 pour ce début de carrière. Il est de l'US Metro, passé aussi par la série Young Eagles. Gros talent.
chez les moins de 57. Ouais, je savais pas AMAF. qu'il avait sauté. C'est le Brésilien qui a sauté? C'est le Brésilien qui a sauté. Donc Ah, le combat est annulé. Et même si tu veux aller là-dedans, en deux petits mots, tu as le Sofiane El Fatni 3-0 contre Andrei Ouais. Mizuk 5-0. Tout à fait. Qui est quand même qui est titré à Zimaf aussi. Je crois qu'il est champion d'Europe. Champion d'Europe senior en avril 2024. Tu vois, donc Exactement. c'est intéressant. Pour Andrei Puis- Miziouk, très intéressant. C'est un bon combattant, gros potentiel Miziouk. Ouais. Et Sofiane El Fatni, il est de Sciences Douka à Marseille. D'ailleurs, j'avais eu en amateur, il a affronté Salvo, Giudice. Je l'ai vu passer quand j'ai préparé en MMA League 2023. On est chez les moins de 70, ça. Et même le premier combat. 2 invaincus, c'est hyper Ouais, intéressant, ouais. hein, ce combat-là. Et même le premier combat, il faut remettre un petit peu de contexte en deux mots. Dion Abdoulaye qui s'entraîne chez les frères Schiavo à la Bushido Academy. Sa seule défaite, c'est Gassen Jbalia Ouais. à la décision. Tout à fait. Donc je peux te dire que c'est pas mal ça aussi. Ouais, Bushido Academy à Avignon, hein, où il s'entraîne. Et c'est. Je sais plus contre qui il est. Il prend Nasser Oui, c'est ça. Boungdab. C'est Boungdab qui est à 2-1, qui a déjà combattu à Arès d'ailleurs, avec une victoire sur Ludovic à jouer pour ses débuts dans l'orga. Et juste pour info Et comme ça, aussi- Nasser Boungdab, il a combattu en kickboxing contre Petrosian. Donc tu vois, c'est non vraiment, Ouais, il y a de la Alors c'est dommage pour c'est- Amaev parce que c'était un vrai beau combat et c'est un vrai potentiel Mais en énorme. plus, ce mec-là. il n'avait pas déjà eu une annulation. Et là c'est vraiment de ces derniers jours. Hein, enfin, ça vient. C'est pour ça que tu le sais pas, mais ça, je l'ai Ok. appris hier ou avant-hier, un truc comme ça, Ok. que ça a sauté. Je te dis parce qu'on on va le recevoir. Donc, mais ce sera pas pour parler de Arès Nice, ce sera pour parler de ses débuts à Arès plus tard. Ok. Et tu as aussi 2 autres débutants à Arès, le Belge Arif Krasniki, invaincu depuis 2019 contre le Brésilien Wesley Martins, celui qui est là, c'est plus un journeyman brésilien. Aldric, 6 défaites sur les 7 derniers combats. Je pense pas qu'on est sur une opposition de fou, c'est en poids lourd. Ouais, t'as vu, j'en ai pas parlé pour ça parce que bon. Ouais. Mais bon, c'est pour donner toute la carte. Ok. Dommage pour Amaev, mais sinon la carte est plutôt belle. Ouais. Et le même soir, et on le disait tout à l'heure, et c'est un problème pour moi. T'as les 2 belles orgas majeures qui font 2 belles cartes, et t'es obligé d'en regarder une d'en regarder une en différé en fait, ou alors de la Ça. regarder sur ton tel en même temps que t'es devant l'écran de l'autre ou dans la salle. Dommage, c'est juste dommage, mais après chacun fait son business de son côté, donc je comprends, ils n'ont pas à se faire des fleurs, mais dommage pour ça. Donc on est au Zénith de Paris, la salle où Hexagone MMA fait souvent ces très grosses cartes, et c'est le début de la saison, c'est Hexagone MMA 37. D'ailleurs, c'est Arès 37. Ils sont au même numéro d'événement, les deux. C'est assez marrant, c'est ces 2 orgas majeures françaises. Le main event, c'est Paul Dena, Paul Denis Navarro, qui fait son 3e combat pro. On est chez les moins de 61 contre le Brésilien Paulo Santos, qui avait déjà combattu à Hexagone. Paul Dena, c'est 2 finishes pour ses 2 premiers combats pro. On est moins d'un an quand même, parce que c'était le 10 janvier. J'étais dans la salle à l'époque pour RMC 2025 de son dernier combat amateur contre Landouzi. Contre Landouzi. Oui, Ok. donc on est moins d'un an, donc il aura fait ses 3 combats là en moins d'un an depuis son dernier combat amateur. On l'a déjà dit, hein, c'est logique qu'il soit main event. Il vend, c'est un vendeur avec sa popularité sur les réseaux. C'est logique pour ça. Alors, sportivement, Là, c'est pas logique. je vais te dire, non. Là, ça me choque moins. Parce que Théo Ulrich, même s'il a un petit peu plus de combats que lui, et David Spera aussi, quand ça reste entre 0 et 6 combats, là, ok. Après, derrière, tu m'aurais mis un comment où le mec a 20 combats ou 25 combats, je t'aurais dit, allez, franchement, c'est illogique. Là, Non, mais Ulrich Tsipras, ça aurait pu faire main event. oui. En vrai. Mais Tu mets Paul Dena en co, ça me va. Tu le mets sur après, la fiche, tu vois. Après, tu le mets gros sur la fiche. si c'est lui qui vend les tickets, tu vois. Bah, je pense qu'il en Mais ça vend me beaucoup. choque moins quand la plupart des mecs, ils ont 5 combats ou 6 combats derrière. Tu vois, là-dessus, quand c'est vraiment un vet derrière, un vétéran UFC ou un gros combattant, c'est un petit peu plus choquant. Là, voilà, il prend un Brésilien. On sait que le Brésilien, c'est pas mal au sol. Je pense que globalement, il n'y aura pas de sol et que Paul Denis va nous montrer ses progrès parce qu'il bosse. Ouais, vois, ça, je pareil, sais, c'est un bosseur. Donc, intéressant à regarder. De toute façon, Il y a un peu- tout ce qui nous intéresse sur ce point-là, c'est de voir l'évolution de C'est ça. Paul Dena. C'est ça qu'on Exact. veut voir. Ouais. C'est de voir comment il progresse de sortie en sortie. Après 3-0 sur le prochain, j'espère qu'on aura un petit step-up, tu vois. Mais pour le moment, c'est logique et normal. C'est de la construction de carrière qu'on a, Mhm. et on en a un autre qui va faire son 3e combat pro, on en parlera juste un peu après. C'est des constructions de carrière de début. Chez Hexagone, comme tu dis, on attend à ce que dans l'année qui vient, il y ait des petits Quand tu step-up prends des pour ça. pépites et que tu les fais monter de MMA début ou de amateur à pro, il faut prendre son temps, c'est logique. Mais je comprends que les mecs se disent, mais pourquoi, enfin, que certains s'interrogent, pourquoi il est main event. Il vend. Enfin, il a une popularité. Il est plus populaire que certains qui sont à l'UFC en termes de nombre d'abonnés. Bien sûr. Donc Paul, c'est indéniable, et on le disait tout à l'heure, business à coller à un sport, les gars. Donc, Ouais, mais moi, si tu veux, n'oubliez là-dessus, jamais ça. quand je vois l'investissement, parce que j'en parlais avec Johnny, il me disait un petit peu, quand je vois l'investissement, les progrès et tout, moi, ça me va. Ouais. Ça, c'est le genre de truc sur lequel je ne lutte pas, parce qu'il bosse. C'est un gros bosseur, il s'entraîne dur et il progresse. Donc, tout ça mis bout à bout font que moi, ça me va très bien.
Mais alors, sportivement, je préfère beaucoup les 3 autres combats qui seront avant sur la carte, notamment les 2 quarts de finale du tournoi à 100K. Donc, c'est les tournois que lance Hexagone pour cette année 2006. Il y en a un en moins de 70, un en moins de 84. C'est les quarts de finale, c'est le premier tour. Les 2 combats, ils sont hyper fun. Ouais, Ulrich Spira, c'est pas mal. Hein. Théo Ulrich, déjà. Donc, tu l'as dit, 6-0 contre David Tsipras, 5-0. Ouais, l'ancien Tsipras, militaire, que je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à découvrir dans le Grand Talk, où je l'avais fait en interview. C'est le dernier Grand Talk. Il est toujours sur la chaîne YouTube de Jab Life. L'histoire est folle, Aldrich. T'as entendu, c'est absolument incroyable son parcours. Ancien militaire qui est tombé très très bas dans de la dépression très forte et qui revit aussi aujourd'hui un peu grâce au MMA. Il est installé dans ces montagnes, là, dans les Pyrénées. Il s'entraîne à fond remue. Le combat, il n'y aura pas de décision, Aldrich. Je te le dis. Ça va s'envoyer une guerre. Non, très intéressant. Puis ça fait un petit step-up aussi. Tout le monde disait, ouais, Théo Ulrich, j'aimerais voir contre. Ben voilà, là, il y a un step-up intéressant. On va voir Théo. Même si Mohamed Bayos, c'était pas inintéressant, mais c'était un combat un peu unidimensionnel. Bayos, c'était le sol. Là, debout, je pense que ça va être la guerre. Moi, je vois un avantage quand même pour Théo. Pour je Théo. Le cache pas. Ouais. Mais je pense que c'est loin d'être fait. Ah non, mais ça va être Alors, une belle guerre. je l'avais dit quand j'avais fait l'interview. David, il a une telle histoire que t'es obligé. Moi, je lui ai dit à la fin, mec, je serais pas contre Théo, mais je serais obligé d'être un peu avec toi. Parce que de partager son histoire avec lui, ça m'a donné envie de le soutenir, ce gars-là. Mais au-delà de ça, c'est un bon combattant. C'est un bon combattant et il a une caractéristique dont j'avais parlé avec lui et je voulais t'interroger là-dessus parce qu'elle est intéressante. Il s'entraîne, je le dis, à fond remue, en altitude. Ce que font beaucoup de sportifs de haut niveau dans d'autres disciplines. Pour les globules, tu vois, ça aide à travailler le cardio. Pourquoi ils le font pas plus, les mecs de MMA ? Alors, je vais être très franc avec toi. Je pense qu'il y a vraiment un avantage à le faire pour ton cardio. Maintenant, le MMA, c'est le savant mélange de physique, mais aussi d'encadrement et de sparring. Donc en fait, voilà, la réponse, elle est dans la question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas comme... Tu peux pas prendre ton baluchon et dire « je vais m'entraîner en altitude ». Et tu dois, surtout dans ces débuts de carrière, où les moyens sont pas encore importants, parce que là, hormis Paul Dena, soyons honnêtes, je pense que c'est pas encore des bourses très importantes. C'est compliqué. C'est compliqué de prendre une équipe complète et de partir en altitude. Tu vois, ils sont obligés de rester dans un cadre. En l'occurrence, Théo, il a son équipe. Paul Denis, il s'entraîne avec Johnny. Et prendre toute une équipe et la délocaliser, c'est impossible. Tu vois, tu peux pas dire, tu vas aller voir les mecs de la old school et tu vas dire, on s'en va pendant un mois. Même s'ils l'ont fait, je crois qu'ils sont partis un petit peu à Manchester Top Team, je crois. J'entends ce que tu dis, mais c'est vrai que ça peut être un vrai apport pour le cardio. Et d'ailleurs, c'est marrant, mais sur ses stories Insta, David, au moment des fêtes, tu voyais qu'il y avait des membres de sa team qui montaient le rejoindre à Font-Romeu et que les mecs étaient pris dans une sorte de tempête de neige. Enfin, oui, c'est des conditions très particulières dans lesquelles il est. Mais après, regarde, Gaëtan Hurtel, à qui je passe le bonjour, qui s'occupe de la old school, il avait, je pense, les moyens, je ne sais pas si c'est un sponsor ou si c'est ces gars qu'on payait, de financer un stage. Il aurait très bien pu dire, vous savez quoi les gars, on va en altitude. Il a préféré aller à Manchester Top Team pour... ou Grande-Bretagne Top Team, je sais plus. Non, je crois que c'est Grande-Bretagne Top Team qui sont allés, pas à Manchester. Grande-Bretagne Top Team pour s'entraîner avec d'autres pros, des mecs qui sont à l'UFC. C'est un choix. Ouais, bien sûr. C'est un choix qui se comprend aussi et où tu vas chercher de la qualité. Tu vas chercher de la qualité au lieu de chercher des conditions de préparation physique optimum. Non, je peux entendre aussi ça. Mais ouais, ça m'intéressait parce que quand on en avait parlé avec lui, je disais. D'autres mecs pourraient le faire en fait, ça, tu vois, d'aller travailler ce truc-là, peut-être même spécifiquement quelques temps, tu vois, avant de redescendre vers la fin de ton camp. Parce qu'il a Comme ils font dans le cyclisme aussi beaucoup, ils le font pas mal ça. Il a fait il course à pied, tu sais, le champion du monde du 10 000 mètres là, à Tokyo qu'on a eu récemment, je me souviens plus du nom, je ne vais pas dire de bêtises. Il dit qu'il s'entraîne souvent avec lui à Font-Romeu, c'est un gros centre, il y a du biathlon aussi, des mecs, t'as beaucoup de sports qui s'entraînent là-bas. Et l'autre quart de finale, qui est très cool aussi, Nicolas Bivol, ancien challenger pour la ceinture vacante. Il avait perdu par triangle contre exactement, c'était en mars, le triangle. Contre Eren Agbo. Eren Agbo, c'est 5-0. C'est que des finishes en soumission. Quasi que au round 1. Donc 4 étranglements arrière. Et ancien champion chez Striker MMA. C'est un gros potentiel. Alors, belle signature pour Hexagone. Et certains disent que ça va peut-être qu'il se met un gros défi direct pour son 6e combat. Mais il n'est pas perdant du tout d'avance, Eren Agbo, Aldrich. Le combat est hyper fun, je trouve. C'est hyper intéressant. Moi, tu me demandes mon avis. Je pense qu'Agbo, copier-coller Varela. Ouais, va refaire à Bivol ce que Varela a fait à Bivol. Ouais. Mais très, sur le papier, en tout cas, ça va permettre, de mettre un nom sur Eren Agbo parce qu'on sait que le striker,
est peu diffusé ou difficile d'accès en tout cas. Ah, il y a plein de gens qui vont le découvrir vendredi. Donc, là. c'est intéressant. Et puis, ça fait un très beau tournoi. Soyons honnêtes, ça fait un très très beau tournoi avec Wilson derrière. Ouais, Wilson, ça fait un très qui beau est tournoi. directement en demi-finale. Je crois C'est que ça. c'est le principe. Le champion est directement en demi-finale. Dommage, je crois qu'il n'y a pas les ceintures en jeu pendant les Pas tours grave, du ça tournoi. fait mais bon, ça fait des belles ça fait oppositions. des oppositions assez folles, en effet. Et Agbo, t'as raison. Si t'es pas fou furieux de MMA à tout regarder, Tu le il y connais en a pas beaucoup qui le connaissent pas. Non. Énorme talent. Et je pense Gros que des gens grappleur. vont le découvrir. Et il a une grosse tête, Aldric, de poil à gratter dans ce tournoi-là. Ouais. Ça passe bivol. Il a une grosse tête de je vais vous embêter et je vais en embêter Ouais. plus d'un, en fait. Non, c'est intéressant. Gros capital confiance, jeune, bien encadré. Je regardais un reportage sur son équipe là dernièrement. Ça Le coach est progresse. très attentif. Non, c'est franchement, que ce soit, on en reparlera plus tard pour le tournoi à 84, mais que ce soit à 84 ou à 70, ils ont fait un excellent match-up et un excellent recrutement. Et ils sont très excitants, ces tournois. Ouais, complètement d'accord. On a aussi Alex Tekena, qui fait ses grands débuts à Hexagone enfin. C'était prévu en août d'affronter la championne Talita Soares, la championne des moins de 57. Finalement, forfait pour Alex, donc ça a été reporté. Et Soares avait pris Diane Cardozo à l'époque C'est ça. pour une belle performance, victoire décision unanime. Et donc l'ancienne de l'Ares, Tekena, fait ses grands débuts avec cette ceinture en jeu enfin. Alex, c'est un personnage, on l'adore, hein, Aldric, et ça va être fun ce combat. Talita en face, c'est une très bonne combattante aussi. Ça va être cool de voir ça. Suarez, c'est pas mal. C'est vrai qu'Alexandra, pour le moment, j'ai envie de te dire, elle échoue sur la dernière marche avant d'aller à l'UFC à chaque fois, en gros, tu vois. Quand... Et celle du titre Tu à vois, Ares, c'est bah là oui. où elle a Mais échoué. en général, c'est ça qui te propulse à l'UFC, tu vois. Donc voilà, 6-2, rien n'est perdu, surtout dans une KT flyweight où il y a besoin de nouvelles têtes. Donc il faut prendre cette ceinture, il faut la défendre peut-être une fois dans l'année. Pourquoi pas après ensuite, penser on au voit ce qui Dana se White, passe. hein, Ouais. bien sûr. On voit ce qui se passe parce que tu as raison, 57 c'est une des catégories les plus actives chez les femmes, tu connais bien pour le coup. Donc il y a des places peut-être à faire dans le futur. Ouais. Même pas peut-être, il y a des places à faire, c'est sûr. Ouais. Elle a les armes hein, pour battre Suarez. Oui. Tekena. Suarez, c'est pas mal. Attention, moi je l'ai Ouais, connu à combattante l'époque. compliquée. Moi, je l'ai connue à l'époque où elle préparait son combat contre Florani, qui avait fait un petit passage chez nous pour se préparer. C'est pas mal quand même, Talita Suarez. Troisième combat pro, je le disais aussi, comme Paul Samba. Dena pour Samba Sima. Gros talent chez les moins de 57. Il est déjà passé sur la chaîne Jablay, vous savez qu'on l'adore. Et que non seulement c'est un super gamin en dehors, mais dans la cage, c'est un tueur à gage. C'est un talent. Moi, j'adopte tout le monde. L'équipe, j'adore son équipe, j'aime beaucoup. Que ce soit Modibo, que ce soit Malik, l'entraîneur. Ouais, excellent. J'adore. Je suis très très fan de Samba Sima. Je pense vraiment qu'il a un très bel avenir. Ces deux premiers, c'était les finishes au round 2. On attend sans doute, c'est contre Nicolas Makarenko. On attend sans doute un autre finish, je crois, pour continuer. Ça ressemble à ce qu'on dit avec Paul Il Dena. faut prendre son temps. C'est la construction de C'est carrière. des mecs qui arrivent t'accumules des de IMAF, l'expérience, il faut prendre du temps. Ouais. On n'y va pas comme ça. Mais il est ultra favori de ce combat-là et je pense qu'il devrait s'imposer sans trop de problèmes et en nous faisant un beau finish, je l'espère, parce qu'il en a les capacités. Un deuxième combat pro, cette fois, c'est pour Océane Sanson. En moins de 52. Elle aussi est championne du monde IMAF. Du monde IMAF 2024. Ce sera face à l'Espagnole Marina Rodriguez qui est en 1-0. Donc pareil, on est sur Alors la je crois qu'ils lui ont changé l'adversaire. Qu'on aura l'adversaire. Je crois qu'on lui a changé l'adversaire. Parce qu'elle a signé Résilience, j'ai vu, récemment. Ouais. Et voilà, mais elle sera sur la carte à 90%. 99% même. Et tu sais que c'était mon... sur la FAQ, on m'avait demandé ma révélation de l'année en pro. Et donc, j'aime bien, moi, Sanson. Très belle base de striking, championne du monde d'IMAF. Voilà, j'espère qu'elle va pouvoir s'épanouir et faire rapidement, parce que je trouve qu'elle n'a pas assez combattu. Enfin, c'est pas je trouve, c'est elle trouve, nous trouvons. On peut la conjuguer à beaucoup beaucoup de façons, cette phrase. Elle n'a pas assez combattu en 2025. J'espère qu'on va l'avoir beaucoup en 2026 si ça commence ce week-end. Ouais, elle avait commencé par un beau KO au round 1 pour ses débuts. C'était en août. Donc on attend, c'est pareil, cette construction de carrière qui commence dans une catégorie où on peut penser à Delphine Benouèche aussi côté Ares, mais où on n'a toujours pas eu de française à l'UFC. Donc il y a des places qui peuvent se libérer à un moment aussi. Ouais, puis après, ça va vite. Hein. Championne du monde amateur, si tu fais un beau début de carrière, tu peux commencer à taper à la porte. Au bout de 3-4 combats, tu peux tout de suite te manifester. Ça va très vite dans ces KT. Hein. Complètement d'accord. C'est des KT où la porte souffle plus vite que dans d'autres. Et enfin, on aura Samuel Akessi qui fait ses débuts pro. Il était passé par les IMAF Monde aussi en 2024. Lui, c'est quand même, il a affronté du monde en amateur. Alors à chaque fois, c'est des défaites, mais
Ouais, Il a affronté Kalim 2 fois, Mastouri, il a affronté 2 fois Walid Tandia, Bafodé Gassama, il s'est tapé le gratin qu'on a en France. Orgues Bajrami, il a pris du monde. Hein, Ouais, vraiment, le gratin de ce qu'on a en France chez les amateurs. Il est de la BCI Team, c'est sa propre salle à Infi. Face à Magomed Oumalov, qui est en 0-1. Deux fois Tandia, ouais, il a pris du monde, hein, effectivement. Ouais, alors, dans tous ces trucs, tous les noms que j'ai cités, c'était que des défaites à chaque fois, mais ça te fait une grosse expérience parce que t'as affronté des vrais monstres passés chez les amateurs. Et donc, affronte quelqu'un en 0-1, Magomed Oumalov, qui est de la free fight de Mathieu Nicourt, qui avait une défaite pour ses débuts pro. C'était à Hexagone déjà en mai. Donc c'est des petits. T'imagines, 11-8, le mec quand même passe en pro avec 20 combats amateurs. Ouais. J'aime bien ce schéma de. Ça, tu vois, c'est une bonne construction de carrière, j'aime bien. Oui, par rapport à quand tu fais le saut par rapport aux amateurs. Il en a pris de l'expérience. Donc à voir ce que ça va donner pour ses débuts pro. On est en moins de 84 kilos pour Samuel. Et on aura un combat amateur, c'est Erwan Taiga contre Isame Enani. Pas grand chose à dire, c'est pas encore. Non, mais c'est bien. Là, il faut encourager l'Hexagone, c'est bien de faire un petit peu d'amateur. C'est de l'exposition. C'est de la belle exposition pour commencer. Je sais pas si, comme d'habitude, les premiers combats seront, je crois, sur le Twitch d'RMC Sport. Enfin, c'est comme ça qu'ils font d'habitude. Donc, c'est une grosse exposition puisque c'est libre pour tout le monde. T'as pas besoin d'être abonné. Donc, ils font des 50 000 et des 100 000 RMC des fois sur Twitch. Ouais. Donc, c'est cool. Ça leur donne de la lumière à nos amateurs. Donc, voilà, on a fait le tour de belles cartes, tout simplement à dire. C'est une belle soirée de MMA vendredi pour les Français. Et puis, on devra se taper. Enfin, nous, ce sera l'Hexagone qu'on verra en replay puisqu'on sera au Palais Nicaïa. Mais il y a beaucoup de bons MMA à voir vendredi en France. C'est ça, puis ça fait une bonne analyse la semaine prochaine, sur le Aldric NRB de la semaine prochaine, parce qu'il y a du franco-français, il y a des tournois en préparation, il y a une belle carte de l'ARES avec des changements qui vont arriver, hein, que ce soit en middleweight ou sur les poids lourds. Donc, hâte de voir tout ça ce week-end. Et puis on sera à 15 jours du retour de l'UFC la semaine prochaine dans Aldric NRB. Donc on pourra commencer à vous teaser tout ça et à vous parler de cette UFC 324. Merci Monsieur Cassata, j'ai adoré la Colombie. Je fais toujours bien avec ma belle famille. Ah, tu m'as manqué, moi. Mais oui, ça me manquait un peu de faire des podcasts avec toi. Puis voilà, on arrête le drama. Quand je te laisse tout seul, t'as vu Justine, ça dérive quand je laisse Monsieur Cassata tout seul. Donc on se retrouve comme chaque semaine dans Aldric NRB, bien sûr, toujours. On remercie encore Yam Nutrition qui nous accompagne donc à partir de maintenant pour le développement de Jab Life. Et on se retrouve aussi dans Jab Culture. Ça change pas, les gars, par rapport à 2025. Et suite cette semaine, on réouvre la porte du top 50 all-time qu'on vous a commencé. On avait fait de 50 à 41. Deuxième épisode, de 40 à 31. Rendez-vous dans quelques jours, c'est cette semaine, pour notre deuxième partie du top 50. Merci, Monsieur Cassata. Pour ceux qui se sont demandés et qui seront arrêtés jusqu'au bout de la vidéo, j'ai mis un bonnet parce que entre le retour de Colombie, mon emménagement dans mon nouvel appart, j'ai pas eu le temps de me couper les cheveux. Donc je ressemble à Michel Blanc ou Laurent Fabius. Ou j'en fais une troisième, ou Gérard Junior. Voilà, comme me l'a dit Aldric, donc j'ai préféré mettre un bonnet. C'est mieux pour vous et vos yeux. Merci beaucoup Aldric, merci Justine comme d'habitude, et on se retrouve très vite dans Jab Life. On est de retour 2026.